Bonjour à tous, bienvenue sur Actu Matin. Dehors, le ciel est toujours menaçant, hein. Mais officiellement et désormais, les citoyens qui doivent rallier Calavi pour Cotonou peuvent être soulagés. La voie au niveau du pont de Ouédonou est désormais praticable et circule normalement. Vous êtes donc bien soulagé sur Actu Matin. Ce matin, j'aurai deux invités au téléphone, puis en plateau. Celui qui sera au téléphone, c'est Shérif Kokou Kodjo. Il est spécialiste des questions de travail et de transformation sociale. Avec lui, on va parler des nouveaux défis liés notamment à l'emploi, puisque notre monde est transformé par les nouvelles technologies à tous les niveaux. Et il nous dira deux mots à ce sujet. L'invité en plateau, c'est Barthélémy Yetem. Il est conducteur de taxi-moto. Avec lui, on va parler de mobilité. Conducteur de taxi-moto partant de plus, ce n'est pas le meilleur boulot qu'on peut s'offrir. Il nous dira ses galères, mais aussi ses joies dans un instant. Notre débat ce matin va porter justement sur cette affaire de climat et d'inondation. On va s'intéresser un peu au cas singulier de Cotonou face justement au ciel qui pleure sans arrêt. Notre débat sera introduit par le commentaire de Franck Kaono qui va explorer justement le sujet et planter le décor. Les autres rubriques seront au rendez-vous puisque nous sommes lundi. Le rappel des faits ayant marqué l'actualité, c'est 7 jours au Bénin. Bénin en 7 jours, ce sera le travail d'Idriss Boukari vers la fin de la deuxième partie de cette émission-là. Vous aurez la revue de presse pour finir l'actu matin, mais ça va commencer avec la une des journaux. Bienvenue à tous. La une des journaux avec Fraternité ce matin. Reprise des travaux du pont de Djonou. Wilfried Léon Nungbedi justifie le retard et annonce une accélération de projet. Aziz Biodjibril, le DG de la BPC. Il faut désormais anticiper les capacités actuelles de l'ouvrage pourraient être insuffisantes. La question cruciale de l'entretien de l'ouvrage d'assainissement face aux dégâts des fortes pluies dans les colonnes du quotidien. Acte de vandalisme à Djougou, le commissariat de Barienou brûlé, des motos incendiées, un policier blessé. Au Miadouadani, en Mauritanie, ce jour, une série inédite de visites de travail depuis son investiture. Procès d'Anivom, Philippe Rondegnon accuse Isidore Akan du meurtre de Pierre Urbain d'Anivom. Et puis l'édito signale ici Carlos Soke, la route permet de bien manger. Voici Gaskiani Info, pouvoir d'achat, santé, éducation. Romuald Ouadagne imprime son rythme. L'économiste visite du président Romuald Ouadagne en Mauritanie, les enjeux de développement au centre des échanges. Le Soleil Bénin Info, visite de Romuald Ouadagne en Mauritanie sous le signe de renforcement des relations bilatérales. Passons au journal Les 4 vérités reprises du pont de Djonou et mobilité urbaine, les clarifications de Wilfried Rungbeji, Info Matin, Cotonou sous les eaux, le pont de Djonou sonne l'heure des choix géospatiaux. Le potentiel environnement et santé publique dans le département de la Liborie, à Malanville, l'insalubrité gagne dangereusement le terrain. Le potentiel sonne l'alerte. Dossier d'Aniva, plusieurs décès, le nouveau présumé tueur introuvable. Et puis ceux de Hao, Kamel Ouassangari choisi pour penser une ceux de Hao au service des peuples. La boussole, institutionnalisation de la sagesse, le Sénat, nouvelle pièce maîtresse du système politique béninois. Voici le matinal, forte pluie. Le gouvernement renforce les mesures de prévention. Matin libre, diplomatie ouest africaine, Madaï met le cap sur Nouakchott. Et puis lettre ouverte, pesticides interdits au Bénin, langue nationale au cœur de la riposte gouvernementale. Le télégramme, composition du Sénat, Wilfried Rungbeji parle du choix des personnalités. Le journal Le Patriote, fléau de produits psychotropes qui pour arrêter y a saigné. Le journal L'Indépendant, résultat du BPC 2026, 64,14% de réussite. Là, nous sommes au plan national. L'autre vision, renforcement de la coopération bilatérale et les enjeux régionaux. Romuald Ouadagne attendu à Nouakchott ce jour, le matin, environnement, inondation dans plusieurs régions du Bénin, baptême de feu pour les ministres Djibril Cissé et Georges Allais. En tout cas, c'est une interrogation du journal. Et puis, 64,14% de taux de réussite sur le plan
national. Là, nous parlons de BPC 2026 au Bénin avec donc Djakwata. Bénin intelligent, inclusion socio-économique, le coût caché du vandalisme électrique. Éliminatoire de Coupe du Monde de U17 féminine de football. Mahac 2026, Visa Info. Les Amazones gardent leur chance intacte. La nouvelle tribune, jeunesse et job de vacances, tout travail n'est pas bon pour les jeunes élèves. Dynamisme Info procède dans le dossier d'un niveau l'ancien DGPN dans une révélation surprenante. Décryptage Info, Fédération béninoise de football, quel profil pour succéder? Abatturin des Chacus, libération intempérie au Bénin, le gouvernement renforce la vigilance face au risque d'inondation. Bénin, des indices pour identifier le futur président du Conseil économique et social. L'investigateur vous propose son éclairage. Fraternité pour la deuxième lecture, reprise des travaux du pont de Djonou. Wilfried Hongbeji justifie le retard et annonce une accélération de projet. Aziz Biodjibril, le DG de l'ABPC. Il faut désormais anticiper les capacités actuelles de l'ouvrage pourraient être insuffisantes. C'est un avertissement de l'homme. La question cruciale de l'entretien des ouvrages d'assainissement face aux dégâts des fortes pluies. Acte de vandalisme à Djougou, le commissariat de Barionou brûlé, des motos incendiées. Il y a un policier qui a été blessé aussi. D'après le bilan de fraternité, Romuald Ouadagne en Mauritanie, une série inédite de visites de travail depuis son investiture. Fraternité a constaté que l'homme était infatigable. Procès d'Agnuvan, Wilfried Ongbeji, Philippe Rondegnan, accuse à Isidore Akan de maître de pierre urbain un Danivo. Et puis on va finir avec le titre de l'éditorial signé Anissé Carlos Souquet ce lundi matin. La route permet de bien manger. Voilà ce qu'on peut retenir de la une des journaux ce matin. Il y a eu beaucoup de quotidiens dans les kiosques ce matin. Vous avez pu voir la diversité. Mais les sujets ne sont pas aussi nombreux que cela. On a enfin voyagé entre les inondations à Cotonou, la situation au niveau du pont de Djonou. On a parlé de la succession au niveau donc, de la Fédération béninoise de football. On a parlé d'insécurité, notamment au niveau du commissariat de Barienou. C'est une information de fraternité ce matin, exclusif. Il y a justement qu'à Djougou, puisque c'est une localité de Djougou, ce commissariat a été vandalisé, brûlé par des inconnus. Il y a même un policier qui a été blessé. Achetez le journal, informez-vous, ou allez sur son site si votre distributeur n'est pas encore à votre porte ce matin. Je vous propose qu'on passe à l'acte 2 d'Actu Matin ce matin. C'est le bulletin de l'information avec Florence Bossa. Florence, bonjour. Bonjour à vous, Tanguy. Bonjour à tous. Signature d'accord entre le Bénin et l'Angola dans le secteur du transport. C'est l'une des grandes décisions issues des premières sessions de consultations diplomatiques et politiques entre les deux États. Par cet acte, Cotonou et Luanda affichent leur volonté de donner un nouvel élan à leur partenariat. Le bulletin va vous en dire plus. Et puis au Bénin, les vacances battent déjà leur plein. Certains apprenants se font déjà une idée de là où ils passeront les leurs, mais on note de plus en plus une forme d'hésitation chez certains parents entre le sentiment que les vacances fassent du bien et la peur que quelque chose se passe mal loin. Les motivations derrière le refus ou les hésitations des parents d'élèves à suivre dans ce bulletin d'information. Voici la session d'information. Les relations bilatérales entre le Bénin et l'Angola s'intensifient, notamment dans les domaines de la connectivité aérienne, du commerce et des investissements, de l'agriculture, de la culture et même aussi du tourisme mémoriel. Oui, Tanguy, à la faveur des premières consultations diplomatiques et politiques entre les deux États, les diplomates en chef ont aussi convenu de signer dans les meilleurs délais l'accord relatif aux services aériens. La question des afro-descendants aussi préoccupée lors de la rencontre tenue au ministère des Affaires étrangères le samedi dernier. William Clicquot. Communiqué conjoint qui sanctionne les travaux de cette première session des consultations diplomatiques et politiques entre le Bénin et l'Angola donne à voir de belles perspectives. Les deux États vont approfondir leur coopération en matière de connectivité aérienne, des investissements, d'agriculture, de culture et de tourisme mémoriel.
la ministre des Affaires étrangères, chargée de l'intégration des Afro-descendants du Bénin, Corinne Amaury-Brunet, et son homologue des relations extérieures de l'Angola, Tété Antonio, ont échangé le texte final de l'accord relatif aux services aériens. Un accord prévu pour être signé sous peu dans le but de promouvoir les échanges économiques et commerciaux et de faciliter la mobilité des personnes. Les deux parties se sont également engagées à promouvoir, sur une base de réciprocité, le renforcement des capacités linguistiques des cadres et hauts fonctionnaires des deux pays, ainsi que la formation des diplomates. À la faveur de la rencontre tenue avec la participation de Olusegun Adjadi Bakari, ministre béninois du Tourisme et du Commerce extérieur, en charge de l'industrie, de l'intégration africaine et de la promotion de l'investissement privé, les deux pays ont également souligné le potentiel de leur partenariat pour favoriser de nouvelles dynamiques au sein de l'espace atlantique. Ils vont y arriver en valorisant les liens historiques, culturels et humains qui unissent leurs peuples et les communautés afrodescendantes. Après le tête-à-tête et la séance de travail ayant abouti à ces conclusions, le ministre angolais des Relations extérieures s'est rendu dans l'après-midi de ce samedi à Ouidah pour découvrir le riche patrimoine culturel et mémoriel du Bénin. Les deux États vont franchir une nouvelle étape de leur coopération par la tenue à Luanda en 2027 de la première session de la Grande Commission mixte de coopération et la deuxième session des consultations diplomatiques et politiques. La gouvernance économique exemplaire du Bénin au titre de la décennie 2016-2026 est documentée et son chef d'orchestre, le ministre d'État Romuald Ouadaï, devenu président de la République, porté sur un piédestal à travers l'ouvrage intitulé « Le sacre de la vertu », hommage à un Mozart du financement du développement. Le lancement et la remise officielle de l'ouvrage sont effectués le vendredi dernier à Cotonou, Hugues-Vingbe. Fruit de la réunion de 28 plumes averties, le sacre de la vertu, hommage à un Mozart du financement du développement, fixe les performances majuscules d'un homme d'État qui, en 10 ans, a fait du Bénin une référence internationale en matière de gouvernance économique. Un best-of des réformes et exploits réalisés sur les marchés financiers par cet architecte et bâtisseur hors pair de l'économie nationale est présenté par le professeur Nikes Médé dans un langage footballistique dont le choix est justifié par l'actualité sportive. Il y a eu ce trophée de la transparence des finances publiques, mais il y a eu ensuite le trophée des meilleures souscriptions d'eurobonds et de sukuk sur les marchés financiers européens et proches orientaux. Écrit sur la base d'une démarche scientifique ayant impliqué la cooptation de ses auteurs, l'essai lancé lors de cette cérémonie porte des ambitions qui vont au-delà des limites d'un hommage éloquent. L'ouvrage a donc vocation, mesdames et messieurs, de servir d'un cadre de référence destiné à nourrir durablement la réflexion sur les politiques publiques au Bénin, en Afrique et au-delà. Le sacre de la vertu est officiellement remis au ministre délégué chargé des finances et de la microfinance qui profite de l'occasion pour dévoiler les 3 valeurs cardinales de Romuald Ouadaï. Primo, la compétence technique qui nous permet bien évidemment de transformer les théories économiques en leviers concrets de croissance. Deuxièmement, la discipline qui, elle, est indispensable pour maintenir le cap budgétaire. Tertio, le sens élevé du service public. Le sacre de la vertu, hommage à un Mozart du financement du développement, comprend 4 grandes parties pour 644 pages. Parlons à présent de la petite révolution numérique qui attire l'attention ces derniers jours. C'est l'application Elle, une innovation technologique bien connue de la gente féminine qui s'offre désormais une métamorphose. Cette nouvelle application intègre désormais un service de téléconsultation médicale. Le lancement de la deuxième version de l'application Elle a lieu en fin de semaine écoulée à Cotonou. Ulrich Gaba. En 2024, vous étiez là, nombreux avec nous, à assister au lancement de la première version de l'application Elle. Une application qui, à l'époque, permettait aux femmes
de suivre leur cycle menstruel, d'avoir accès à de l'information fiable de santé, des rappels sur l'autopalpation mammaire et être redirigés. Au fil du temps, nous avons écouté, nous nous sommes adaptés et nous avons réajusté notre outil. Et c'est le résultat de cette réadaptation qui présente aujourd'hui la nouvelle version de l'application Elle. Cette innovation technologique qui se veut l'ami intime de la fille et de la femme ouvre désormais une fenêtre sur la téléconsultation. Vous choisissez un professionnel de santé et après la demande de consultation, le professionnel accepte votre demande de consultation. Vous passez au paiement et ensuite vous rejoignez la visioconférence pour votre téléconsultation. Le médecin a la possibilité de vous envoyer votre ordonnance et les bons d'examen s'il y en a. En facilitant l'accès à la téléconsultation, cette application apporte une réponse pragmatique et concrète aux défis de proximité et de confidentialité auxquels font face les jeunes filles et les jeunes femmes. Soutenue par des acteurs sociopolitiques et des professionnels du corps médical, cette nouvelle version de l'application Elle offre plus de flexibilité et d'impact positif avec une garantie maximum de sécurité. Il suffit juste de télécharger cette application pour se déplacer avec sa clinique en poche. C'est la fin de l'année scolaire et en attendant les résultats du baccalauréat, certains se font déjà une idée de là où ils passeront les vacances. Passer donc ces vacances en dehors de son cadre habituel comporte-t-il des risques? De nos jours, on constate que les parents éprouvent de la réticence à envoyer leurs enfants. Pourquoi cette hésitation quand vient le moment de franchir le pas? Je vous invite à suivre ce reportage de Virgile Arodé. Après une année scolaire bien accomplie, les enfants méritent de bonnes vacances. À l'image de ces derniers qui jouent dans la cour de leur école, beaucoup d'enfants passent souvent ce moment de repos auprès de leurs parents. D'autres, par contre, préfèrent aller chez un oncle, chez une tante ou carrément dans une autre famille d'accueil. Ce séjour de quelques semaines passées en dehors de leur cadre de vie habituel apporte indubitablement aux enfants un plus en termes de connaissances, d'apprentissage et bien évidemment de découverte. Le fait d'envoyer son enfant en vacances après une année scolaire permet à l'enfant d'apprendre à s'adapter à un autre cadre, de se dépasser pour se dire même si mes parents ne sont pas là, je peux le faire. Permet également à l'enfant de sociabiliser et de découvrir d'autres cultures. Pour les parents, s'assurer que l'enfant, une fois dans la famille d'accueil, sera sécurisé, aura le même amour, la présence émotionnelle, spirituelle et psychologique requise n'est pas toujours une évidence. L'inquiétude et la peur s'installent quand il y a le moindre doute sur la capacité de la famille d'accueil à prôner les mêmes valeurs d'écoute et de respect chères à la famille d'envoi. Nombre de parents développent dès lors une certaine réticence et finissent même le plus souvent par être défavorables à l'idée d'envoyer leurs enfants en vacances, un peu comme Rebecca. Personnellement, depuis mon enfance, j'aime pas aller en vacances. Avec ce qui se passe actuellement, même dans nos familles, il y a des gens qui développent de sales caractères. Supposons que la personne ne t'aime pas. Quand tu lui as envoyé ton enfant, peut-être que tu avais fait quelque chose, même sans savoir, la personne va profiter pour déverser sa colère contre ton enfant. En dehors de ces cas de règlement de compte et de méchanceté interne aux familles, il y a aussi le phénomène des attouchements sexuels, dont les filles notamment font de plus en plus l'objet pendant les vacances. Aujourd'hui, c'est dur de le dire, mais beaucoup d'enfants subissent des viols, des attouchements sexuels lors des vacances. Donc ça comporte beaucoup de risques également, mais pas que le viol. Il y a des enfants, par exemple, qui apprennent la jalousie, le vol, l'esprit de rivalité lors de ces vacances-là. Alors que peut-être de base, ils sont nés dans des foyers dont les valeurs sont l'authenticité, la vérité, le respect de soi.
Offrir de belles vacances à un enfant qui a été brillant au cours de l'année scolaire n'est pas mauvais en soi. Mais entre le désir d'évasion et de distraction des enfants et leur éducation, le choix des parents est sans équivoque. Face à cette problématique et à la peur des parents, y a-t-il des précautions à prendre pour éviter, sinon atténuer les revers liés au fait d'envoyer son enfant en vacances? Au micro de Virgile Arodéon et Simon Rolonou, la coach en intelligence émotionnelle Christelle Eugénie Massou donne quelques conseils. Il y a plusieurs précautions. Moi, je dirais à chaque parent d'abord, chers parents, éduquez vos enfants selon vos valeurs. Protégez-les au maximum. Laissez-les oser, mais vous protégez-les. Sensibilisez-les. N'essayez pas de dire on doit cacher ci, on doit cacher ça. Non. Dites-leur tout. Préparez-les à tout. Deuxième chose que je dirais, il faudrait que les parents apprennent aux enfants, garçons comme filles. Ton corps t'appartient. Personne n'a le droit de toucher ci, de toucher ça. Vous savez qu'il y a des enfants garçons qui sont violés aussi au Bénin? Voilà. Donc, il faudrait que les parents apprennent à leurs enfants, ton corps t'appartient. Il faudrait que les parents amènent leurs enfants à des cours d'autodéfense dès le bas âge. Il faut créer le climat de confiance entre parents et enfants. Le climat de confiance de telle sorte que quand l'enfant va rentrer, il va te dire « Tonton Grégoire m'a touché ici, tu dois prendre ça au sérieux. » Tu ne dois pas dire « Non, tonton Grégoire ne peut jamais te faire ça. C'est les choses des enfants. » Non. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. Des parents ont perdu leurs enfants par la suite parce qu'ils n'ont pas cru au premier cri de leurs enfants. Peu importe la confiance que vous placez à la famille qui accueille votre enfant, écoutez votre intuition, écoutez l'intuition de votre enfant. Si votre enfant vous dit « Je n'ai pas envie d'aller là-bas », écoutez-le. Souvent, le chakra et l'esprit et les anges qui guident chacun d'entre nous nous parlent. Pour finir, accompagnez vos enfants dans leurs faits et gestes. Écoutez-les au mieux que vous pouvez, peu importe vos préoccupations. Et soyez vraiment présents. Soyez vraiment présents dans la vie de vos enfants. Eh bien, Tanguy, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci Florence pour la présentation. Très bonne journée. Bonne journée. Mesdames et messieurs, quand vous êtes fidèles de Canal 3 Bénin, vous savez qu'il y a d'autres rendez-vous de la journée pour suivre le journal télévisé sur votre télévision, le meilleur canal de l'information. Vous avez les grandes éditions, notamment à 13h, 19h30 et 22h30. Ça nous permet de faire le tour d'horizon de l'actualité national et international. Puis vous avez les rendez-vous intermédiaires, vous avez les bulletins de 16h et de 11h pour aussi vous proposer comme une sorte de casse-croûte informationnelle en attendant les grands rendez-vous. Nous sommes sur Actu Matin et voici mon premier invité ce matin. Je vous rappelle que j'aurai deux invités. L'un sera au téléphone. Avec lui, on va parler notamment de job, d'emploi et de leurs allures maintenant dans un monde marqué par une transformation technologique. Mais avant, j'aurai en plateau M. Barthélémy Yetin. Il est conducteur de taxi moto. Avec lui, on va examiner un peu les conditions de travail de ces hommes chargés de la mobilité urbaine. Monsieur Yetin, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Actu Matin. Alors, l'actualité qui concerne la mobilité urbaine au Bénin, c'est justement la situation qu'on a pu observer au niveau du pont de Djonou. C'est un pont situé dans l'arrondissement de Godomé, dans la commune d'Abomey-Calavi. La semaine écoulée, ce pont a été presque infranchissable puisque la circulation a été bloquée plusieurs jours durant. Vous êtes de la mobilité urbaine. Comment est-ce que vous avez vécu la situation? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je salue les amis auditeurs, téléspectateurs et téléspectatrices de Canal 3. Pour pouvoir répondre à votre question, permettez-moi de vous dire que, comme vous le savez bien, et la conduite de taxi-moto n'est pas un fin à soi. C'est la croix et la bannière.
Et surtout en période de pluie, Ah bon? la situation devient complètement difficile. En quoi est-ce que c'est exceptionnel quand c'est en période de pluie et quand c'est les autres saisons que c'est normal? Et pour les autres saisons, vous n'avez pas assez de... C'est vrai qu'il y a des difficultés, mais pas autant que la période de pluie. En période de pluie, oui, il faut savoir que vous avez des problèmes majeurs, notamment la sécurité et la santé et le problème de financement aussi. La sécurité comment? La sécurité, vous savez, lorsqu'il n'y a plus et qu'il y a le mélange de l'eau et la poussière, le bitume devient glissant. Ah d'accord. Et que vous avez de risques de dérapage aussi. En période de pluie, la visibilité est réduite. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez plus porter de lunettes, même avec les casques, le vide qui est devant votre casque. La visière, oui. A de problèmes. Donc, même s'il y a de l'eau dessus, vous ne pouvez pas voir très loin. Il y a aussi question de... Vous avez dit santé. Oui, question de santé. Bon, au plan de et la santé, vous êtes sous la pluie et plusieurs maladies peuvent vous atteindre. On peut citer la toux, la grippe et plusieurs maladies. C'est quoi, vous n'êtes pas obligé de conduire sous la pluie, non? Oui, bon, en fait, vous savez, les émigrants vivent de quotidien. Et je vais en venir parce que le côté finance pose aussi problème. Comment? Étant donné que c'est le quotidien que les émigrants vivent, oui, et que les clients préfèrent en période de pluie prendre les moyens, c'est-à-dire les cars, les bus, les taxis pour éviter des éclatements ou bien de la pluie. Donc notre économie diminue. Les recettes diminuent. Mais les recettes diminuent. Et il y a des moments où, en extrême, comment on l'appelle, urgence, certains clients vous sollicitent. Et vu le problème que vous avez déjà à la maison, vous engagez dans la pluie pour pouvoir bénéficier tant soit peu de cette situation. Ah oui, mais parlez-moi maintenant de la situation de Djonou. Oui. C'est vrai, nous sommes en période de pluie. Oui. À tout cela s'est ajouté la situation de Djonou. Comment la situation de Djonou, oui, où on nous a contraints d'aller faire le grand tour, passant par Ouamé et puis Concorde, voilà. Celui qui a l'habitude de venir à Cotonou, faire son aller-retour avec 2 litres de carburant, se retrouve à 4 litres de carburant. Vous voyez que c'est déjà... oui, mais pour vous, ce n'est pas une conséquence en tant que... puisque vous répercutez directement le prix sur le client. C'est le client qui souffre, c'est pas vous. Mon ami Tanguy, oui, le client que nous avons aujourd'hui au Bénin, nous connaissons, hein. Nous connaissons, les clients ne sortent pas l'argent facilement comme ça. Et nous-mêmes, nous sommes conscients de la situation. L'argent, bon, nous avons toujours l'habitude, l'argent ne circule pas. Mais celui qui a l'habitude de dépenser pour ses va-et-vient 15 000 francs le mois, qui va se retrouver à 30 000 francs, vous voyez que c'est un peu difficile pour ce dernier de sortir facilement l'argent. Oui. Donc, il y a toutes ces difficultés que nous rencontrons. Mais je salue au passage la police républicaine qui a été constante. Sa présence a été constante sur les lieux, qui a essayé de fluidifier la circulation. Oui, parfois vous l'avez énervé, cette police, en forçant parfois le passage, en passant par des endroits où elle vous a interdit de passer. Et parfois vous ne facilitez pas justement la tâche à ces flics. Ce comportement n'est pas uniquement destiné aux émigrants seuls. C'est toute la population qui se comporte ainsi au Bénin. Bon, si je peux le dire, c'est un civisme que nous devons quand même décourager. Ce n'est pas seulement les émigrants, c'est tout le monde. Mais il arrive à des moments où c'est les émigrants même qui facilitent, qui accompagnent la police dans l'exercice de cette activité-là. Donc on ne peut pas amputer cet aspect des choses seulement aux émigrants. Oui. Aujourd'hui, le pont, il est dégagé? Oui, j'ai eu la chance de passer par là ce matin. J'ai constaté effectivement, je viens de passer par là et c'est très simple, tout le monde passe simplement. C'est un grand soulagement pour vous, j'imagine. Tout à fait, c'est un grand soulagement pour nous. Et le fait de faire 1 heure, 2 heures de temps en circulation avant de rentrer, ça rend même malade. Il y a le problème de santé dans toutes les politiques aussi, le fait de faire beaucoup de temps dans la circulation, dans le go-slow ou bien dans le bouchon, ça vous crée les problèmes de reins, la main, les crampes, tout ça là. Mais quand vous passez facilement,
vous êtes soulagé et tant soit peu par rapport à votre... Et comment est-ce que vos compères, congénères ou vos collègues, comment est-ce que vous les sensibilisez à prendre soin d'eux-mêmes, surtout avec les problèmes de santé que vous annoncez? Oui, nous, notre organisation, l'UDECOSEP, dont je suis le premier responsable, c'est une école. Oui. C'est une école. Et chaque mercredi, nous tenons des sections hebdomadaires où nous sensibilisons sur des thèmes donnés. En matière de protection sociale, nous avons, avec la CITB, nous-mêmes, créé des partenariats avec l'assurance de la place, où nous cotisons un peu, pour pouvoir soulager, pour pouvoir... Et vous cotisez combien? Bon, pour le moment, c'est à vos lots. Ça dépend de votre capacité de cotisation. Chacun. Le minimum, c'est combien? Le minimum, c'est 1000 francs. 1000 francs. Nous-mêmes, par mois, par semaine, par jour? C'est par mois. C'est ça. C'est par mois. Et on vous prend en charge totalement et intégralement? Non, pour le moment, on a débuté, mais on n'a pas encore reversé ça dans une assurance de maladie en tant que telle. Et on a fait un paquet où soit c'est l'assurance maladie, ou soit c'est l'assurance retraite. Et quand vous ne pouvez plus conduire des millions, vous reversez sous là pour pouvoir engager bien, aller dans une autre activité, génératrice de revenus pour pouvoir joindre les deux bouts. Comme je l'ai dit à l'entame de cette interview, le Zémia vit de quotidien. Et je l'ai toujours dit, le Zémia ne vit pas, mais le Zémia cherche à survivre. Mais il y en a qui ont conduit la moto, qui ont fait taxi-moto, qui sont devenus propriétaires terriens, qui sont devenus de grands propriétaires de taxis. Je suis d'accord. On ne pouvons pas considérer des cas exceptionnels pour généraliser. Il y a des cas exceptionnels où des immigrants sont bien aujourd'hui, des maisons qui ont quand même construit des maisons, des raies, qui vivent dans des raies aujourd'hui, qui ont des parcelles dans des milieux... Oui, mais comment eux, ils ont fait? Et vous, ils sont devenus des cas exceptionnels à vos yeux, vous? Oui, il faut aller vérifier ce qui s'est passé à ce niveau aussi. Soit ce dernier a un parent qui a des parcelles à Cotonou, ils ont vendu, on lui a remis sa part d'héritage, il en a profité pour acheter. On ne peut pas conduire taxi-moto on peut pendant 20 ans et de ses propres moyens aller construire sa maison? C'est bien possible, on peut le faire. Mais c'est des cas exceptionnels. Il faut avoir le courage de le dire, c'est des cas exceptionnels. Ou soit, ce dernier, au moment où il conduit, il y a encore d'autres activités génératives de revenus à côté. Oui. Soit il est, comment appelle-t-on, éleveur, soit il doit avoir une activité à côté pour accompagner les émigrants. C'est ça. Oui. Revenons à vos conditions et surtout à cette affaire de Pont de Djouanou. Quand on associe la situation de la semaine écoulée avec justement le contexte des pluies, et puis quand on y met aussi cette affaire donc de guerre entre mettons les États-Unis et l'Iran, ça fait exploser justement le coût du carburant. Et vous prétestez de ça pour justement taxer suffisamment les clients. J'ai eu 2 ou 3 clients hier, quand je préparais cette émission, qui m'ont demandé de vous demander pourquoi est-ce que, au moindre, perturbation comme ça, vous augmentez les tarifs à n'importe pièce. Est-ce qu'il y a un travail que le syndicat fait pour réguler un peu les marges dans lesquelles le conducteur doit rester en matière donc de prix qu'il faut fixer? À ce que je sache, un conducteur de taxi-moto est un travailleur de l'économie informelle. Oui. Quand on rentre dans l'économie informelle, c'est la concurrence déloyale. Chacun fixe son prix comme il le veut. Donc, le syndicat ne doit pas imposer. Le syndicat doit avoir une marge fixe, puisque vous êtes bien enregistré auprès des communes, vous payez des taxes, vous participez justement à la construction économique des communes à la base. Non seulement nous sommes partenaires sociaux, nous sommes des partenaires sociaux pour la mairie, pour nos mairies, mais nous sommes arrêtés au niveau du ministère de l'Intérieur et nous avons déclaré notre organisation au niveau du journal officiel. Donc à ce titre, vous pouvez organiser le secteur et fixer des limites. Nous organisons le secteur, mais pas pour aller imposer des prix, puisque avec la guerre entre l'Amérique et l'Iran et Israël, et avec la fermeture du droit d'Ormuz, le prix de carburant a augmenté. Oui. Et ce n'est pas seulement les émigrants qui ont tenté d'augmenter un peu le prix. Il y a aussi les Tokpa.
On parle de votre cas, hein. Oui. On va laisser les autres. Effectivement, notre cas fait parler à tout le monde. Vous êtes plus sollicité que les autres. Je suis d'accord. Oui. Je suis d'accord que nous sommes plus sollicités. Mais en saison de pluie, nous ne sommes plus sollicités, c'est les autres qui sont sollicités. Nous sommes aussi en période de vacances, c'est le meilleur moment où vous faites des récoltes. Non, en réalité, en vacances, l'activité des émigrants baisse. Comment? Parce que la plupart de ceux que nous remorquons les matins pour aller à l'école dans leur lieu de formation et autres sont en vacances, ils sont dans les maisons. Mais ils bougent beaucoup, c'est la période de vacances, ils vont à la plage la période qui est propice, oui, c'est à l'approche de la rentrée, où tout le monde doit revenir, aller à l'école, sur ces lieux d'inscription, tout cela. Cette période est favorable aux émigrants. Mais les vacances comme ça, non, ça ne profite pas trop aux émigrants. En temps de pluie, oui, les émigrants gagnent combien par jour à peu près? 7 000, 8 000? Non, en fait. Bon, en fait, les émigrants, je l'ai dit tout à l'heure, les émigrants ne vivent pas, les émigrants cherchent à survivre. Oui. C'est difficilement qu'un émigrant peut gagner 2 000, 3 000 francs par jour. Après avoir... Je parle de la recette totale, hein? Pas de la marge. Non, pas de la marge. Oui. Mais 2 000, 3 000 francs dont je parle, c'est dans ça qu'il va acheter. Bon, peut-être qu'il a déjà acheté les carburants. Peut-être la moto a eu un petit problème, il est allé chez... Il arrive des fois même, après avoir réglé tous ces problèmes, le émigrant revient à la maison avec 1 000 francs, 1 500 francs. Mais il y a aussi des jours où le émigrant peut revenir à la maison avec 3 000, 5 000 francs par jour, après avoir réglé tout ça. Parce que le revenu des émigrants n'est pas constant, n'est pas figé. Le gouvernement a développé le projet asphaltage. Je crois que les premiers qui devraient être contents, c'est vous. Bien sûr, nous sommes contents, mais à cette période de pluie, les eaux, ces ouvrages-là ont commencé par prendre de coups. Comment ça? Lorsque l'eau s'arrête sur une voie pendant un bon moment, ça crée des poux de Nil. Donc ces voies-là commençaient pas à avoir de problème. Donc on doit tout faire pour canaliser les caniveaux, pour nettoyer les caniveaux, balayer les voies régulièrement pour que l'eau ne soit pas arrêtée, ne s'arrête pas sur ces ouvrages-là. Nous sommes très contents, mais il faut avoir le courage de le dire. Si on continue comme ça, ces ouvrages vont rapidement se gâter. Vous êtes les meilleurs messagers de la circulation. Il faut sensibiliser aussi les vôtres à respecter ces ouvrages. Oui. Uriner à l'air libre contre ces ouvrages qu'on a construits à coût élevé. C'est pas très respectueux pour la République. Nous sensibilisons nos militants quotidiennement. Mais il faut avoir le courage aussi de le dire. Lorsque vous voulez prendre quelque chose, si un enfant, il faut lui remettre ce qu'il doit utiliser pour s'amuser avant de lui Qu'est-ce que vous a pris? Qu'est-ce que vous attendez qu'on vous remette? Ce que je dis, oui. Vous avez parlé de uriner. Oui. Les émigrants qui quittent Calavi, qui viennent travailler à Cotonou, ils n'ont nulle part pour aller uriner. Il n'a nulle part pour aller déféquer. C'est pas pourtant qu'il va s'arrêter à la place de l'Étoile Rouge pour uriner. Permettez-moi d'aller jusqu'au bout de mes intentions. Mais nous avons vu dans les autres pays où il y a des lieux où les émigrants peuvent aller uriner contre 25 francs. Ce n'est pas exclu. Mais si ces points ont été installés avant de commencer par réprimer ou bien sensibiliser, alors là, on saura que les émigrants est devenu récalcitrant. Mais il n'y a nulle part pour aller uriner. Donc, aidez-nous à nous aider aussi. Parce que c'est notre rôle à tous. Hein. Absolument. La propriété de notre pays nous engage, nous interpelle. Nous devons le faire. Mais aidons-nous à le faire véritablement comme cela se doit. Monsieur Barthélemy, il y a un mot pour finir. Bon, pour finir, je l'ai dit à l'entame que je remercie la police républicaine pour ce qu'ils ont fait au niveau du pont de John. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Je les remercie sincèrement. Ils ont été constants, présents. Et ils ont resté au beau milieu de l'eau. Je n'ai pas eu le rapport de tout ce qui s'est passé là, mais j'estime qu'il n'y a rien passé de très grave jusqu'à ce que nous allons enregistrer la perte de vies humaines. Donc je n'ai pas eu le rapport, mais je pense qu'avec ce que j'ai vu là, c'est un beau travail qu'ils ont fait. Mais il faut que le gouvernement fasse en sorte que ce pont soit... bon, je ne sais pas s'il faut reprendre... Il faut faire quelque chose. Il y a des projets là-dessus, hein, voilà, pour reprendre et revoir un peu les choses à ce niveau. Je profite également pour dire un grand bonjour à tous les conducteurs taxi-moto du Bénin, pour leur dire de respecter les règles
de la circulation et de respecter la police, respecter aussi les usagers pour que la convivialité puisse de la bise. Vous êtes Barthélémy Yetin, vous êtes secrétaire général de l'UDCOSEP, oui, c'est ça, hein? Merci. De l'Union pour la défense des conducteurs de taxi moto Zemia du Bénin. Merci d'être venu sur Actu Matin. Très bonne journée à vous. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci. Mesdames et messieurs, voici la suite d'Actu Matin. Et la suite, c'est le journal des informations sportives avec notamment notre réalisateur qui enfin me donne la main, de vous parler droit dans les yeux. C'est donc l'instant où vous devrez suivre Sport Matin. Allez, c'est le moment de suivre l'actualité des sports sur Actu Matin. Vous devinez certainement qu'on va parler largement de ce qui fait, je dois dire, l'essentiel de l'information sportive, c'est-à-dire la Coupe du monde de football qui se déroule dans 3 pays actuellement, Canada, États-Unis et Mexique. Mexique justement qui a été, éliminé dans la nuit d'hier à ce matin. Candide, bonjour. Les phases à élimination directe de la Coupe du monde se poursuivent. On est déjà à l'étape de 8e de finale. La course à la succession de l'Albi Céleste se poursuit donc avec une montée en puissance progressive. Plus le droit à l'erreur pour aucune des nations qui participent à ce mondial historique. À 48 nations, le week-end a été mouvementé avec l'étape des 8e de finale qui a commencé par livrer son verdict. Les premiers qualifiés pour les quarts de finale sont connus. Le Maroc est le tout premier à avoir obtenu son billet pour le tour suivant, et ce devant l'équipe, il faut le dire, du Canada, l'un des pays co-organisateurs de cette 23e Coupe du Monde, qui est le premier à prendre la porte. Le Maroc qui va disputer pour la 2e fois consécutive une étape des quarts de finale. La France a suivi avec une qualification laborieuse devant l'équipe du Paraguay dans un match, il faut le dire, qu'il ne faut jamais montrer dans aucun centre de formation de jeunes footballeurs. Puis ces dernières heures, la Norvège a obtenu la sienne devant l'équipe du Brésil. C'était d'ailleurs une première qualification historique pour les quarts de finale pour ces équipes de la Norvège, et c'était face au Brésil qui a été éliminé cette fois-ci en 8e de finale. Il faut le dire, pour les 2 dernières éditions de la compétition, les Oriverdiens ont été éliminés à l'étape des quarts de finale, mais pour ce mondial à 48 nations, l'équipe de la Seleção prend la porte à l'étape des 8e de finale. Et l'Angleterre a montré la porte de la sortie à l'équipe du Mexique, qui est le 2e pays co-organisateur de cette édition de la Coupe du Monde, qui va donc arrêter son aventure, un peu comme le Canada. On verra bien si l'équipe des États-Unis va poursuivre l'aventure et continuer par représenter les pays co-organisateurs de cette édition de la Coupe du Monde. Ça sera à partir de 1h du matin ce mardi face à l'équipe de la Belgique. Mais un peu plus tôt, on va assister à une rencontre entre l'équipe du Portugal et celle de l'Espagne pour justement un billet en quart de finale. On parle de tout ceci avec notre chroniqueur de ce matin, Kevin Biondassivar. Kevin, bonjour. Bonjour à vous et bonjour à tous. Allez, on va y aller tout de suite. Mais avant, on parle de ce qui intéresse plus les Béninois et ce qui les a intéressés ces dernières heures. C'est justement cette première médaille mondiale décrochée par le roller sport béninois. C'était en terre italienne à l'occasion donc de l'Aero Battle World Cup. C'est une compétition mondiale qui réunit les meilleurs talents mondiaux dans la discipline du inline freestyle. Voici les images. L'histoire s'est écrite à Milan pour le roller sport béninois. Désormais, le Bénin figure sur la shortlist des nations africaines avec 2 médailles mondiales dans leur boîte à collection. Pour la toute première participation du Bénin à l'Aero Battle World Cup en Italie, un rendez-vous majeur qui réunit les meilleurs talents mondiaux du roller freestyle, le jeune béninois Salifou Mouhawiya s'est offert la médaille de bronze après une compétition laborieuse. À chaque saut, le jeune béninois a démontré qu'il avait les potentialités nécessaires pour rivaliser avec des talents d'expérience et habitués de cette grande scène mondiale. Au premier saut, il franchit avec brio la barre du mètre 60 pour lancer parfaitement sa compétition. Il enchaîne ensuite avec la barre du mètre 65, également franchie d'un seul coup d'essai. Dans la dernière ligne droite vers le sacre de la compétition, il a tenté de passer la barre du mètre 67 pour se rapprocher de la première marche du podium. Pour les 3 essais possibles, le représentant béninois heurte à chaque coup la barre.
Il termine ainsi sa compétition avec un saut du mètre 65, une performance qui lui permet d'offrir au Bénin sa toute première médaille mondiale au inline freestyle. Il termine par ailleurs à seulement 8 cm du vainqueur, le Moldave, auteur d'un saut du mètre 73, nouveau record du monde de la discipline. Au lendemain de cette performance historique, le Bénin s'oriente déjà vers les World Skate Games 2026 prévus en octobre au Paraguay. L'ambition est de confirmer cette ascension sur la scène internationale. Allez, d'une sélection nationale à une autre, on va s'intéresser aux Amazones dames. Elles jouent au football. Les U17 notamment ont été défaits ce week-end dans le cadre donc de la manche allée du troisième et dernier tour qualificatif au prochain mondial de la catégorie qui va se dérouler en terre marocaine cette année même 2026. Bien entendu, pour ce match, les Amazones du Bénin ont été battues 3-2 par les Flamingos du Nigeria. Il faut le dire, Romain Gandonou a ouvert le score pour le Bénin, l'égalisation du Nigeria à la 24e minute de jeu qui est ensuite passé devant à la 62e minute, mais Nazifatou Dangui a remis les pendules à l'heure pour le Bénin qui finalement s'est incliné sur un score de 3-2 pour cette rencontre. Rendez-vous dans quelques jours à Lomé au Togo, notamment au stade de Kégué de Lomé, pour la manche retour de cette double confrontation dont le vainqueur va donc participer au mondial féminin des moins de 17 ans en terre marocaine. D'un mondial à un autre, on va s'intéresser maintenant à la 23e édition de la grande fête mondiale du football des hommes qui se déroule en Amérique du Nord depuis le 11 juin dernier. Voici la transition. Je vous propose de commencer tout de suite par ces images. L'image, il faut le dire, de ces Cap-Verdiens héroïques et surtout résilients sur la scène mondiale pour leur toute première apparition. Vous allez le voir avec la complicité de la régie. Ces images de leur retour au pays, les requins bleus du Cap-Vert, après donc avoir regardé droit dans les yeux durant pratiquement toute la rencontre, l'équipe de l'Albi Céleste avant de finalement s'incliner sur un score de 3-2 pour donc une élimination aux portes des quarts de finale. Les requins bleus du Cap-Vert sont rentrés au pays ce dimanche et à leur retour à l'aéroport donc du pays, ils ont été accueillis en de véritables héros. Après donc une toute première participation sur la scène mondiale, une participation qui est allée même au-delà de la phase de groupe et qui sait, ils ont gagné surtout en expérience. Tanguy, les Cap-Verdiens, après donc une participation plus ou moins réussie sur la scène mondiale, sont entrés au pays et accueillis en héros. Ce qui est bien normal, je crois que le pays le leur doit au regard de leur parcours singulier d'abord parce que c'est la première fois qu'ils participent à une compétition de football de ce niveau-là. Singulier aussi parce que justement, ils ont tenu quand même un parcours intéressant en accrochant des équipes qui ne sont pas des moindres. Quand vous êtes qualifié pour une Coupe du Monde, votre souhait ce n'est pas de jouer contre l'Espagne tout de suite, de jouer contre l'Argentine tout de suite. Et pourtant ils l'ont fait. Ce n'est pas de jouer contre l'Uruguay par exemple aussi, avec qui ils ont fait 2 buts partout par exemple. Donc c'est quand même, je dois dire, une participation de certain niveau qui a permis de reconnaître la valeur de ces hommes-là, leur engagement, leur détermination, leur dévouement à défendre les couleurs de leur pays. Et c'est ce qu'on attend des pays africains. Surtout, pourquoi pas du Bénin pour sa prochaine participation au mondial pour la première. Donc, j'espère que vous êtes prophète parce que on a beaucoup de boulot. La dernière fois, on devrait on s'y rentre pour être qualifié. Je crois qu'on est revenu d'une désillusion violente. Douillot, voilà, pardon. Donc j'espère que ça ne va pas se répéter après. En tout cas, on va prier pour et croiser les doigts pour le Bénin. Allez, Kevin. Première apparition réussie pour les Cap-Verdiens qui sont accueillis en héros à la descente à l'aéroport donc du pays. Ouais, le Cap-Vert c'est pas forcément une grande nation, c'est un petit archipel africain avec 500 000 habitants.
64e au classement mondial FIFA, qui vient dans une compétition, une première, et qui essaie quand même de regarder en face des équipes comme l'Argentine, l'Uruguay, l'Espagne, l'Arabie Saoudite, et qui, durant toute la compétition, donc en temps réglementaire, n'a pas pu quand même, perdu une seule rencontre. On va parler de défaite après, quand on va essayer d'analyser un peu plus le côté temps additionnel. Donc, franchement, c'est un bon parcours qui envoie un message, un signal fort à tous les pays africains, comme quoi, franchement, il faut de la résilience, il faut quand même du travail, il faut de la discipline, surtout de la constance, pour pouvoir quand même essayer d'en arriver là, pour pouvoir quand même permettre à hisser un peu plus haut le drapeau de son pays. Et quand le Cap-Vert essaie quand même d'apporter ce message un peu plus, cette lumière au football africain, on dit tout simplement bravo. Il y a de quoi quand même accueillir cette équipe-là, telle qu'on a vu déjà dans les médias. Et je pense qu'ils reviendront un peu plus forts, ils reviendront un peu plus nous proposer encore un bon football, de quoi leur permettre de pouvoir également évoluer davantage et de confirmer déjà ce statut qu'on leur reconnaît désormais, parce qu'après après cette compétition, après cette prestation déjà à la Coupe du Monde, je pense que désormais le Cap-Vert a lancé un appel très fort qui est tout simplement, qui n'est plus forcément une équipe outsider, mais qui est une équipe à suivre de très près. Et surtout qui viendront ces requins bleus du Cap-Vert jouer les troubles faits, quel qu'en soit la compétition. On va s'intéresser à une autre chose maintenant, et on verra bien si ceux-ci seront accueillis en de véritables héros également, tout comme c'était le cas en 2022 à l'issue de la Coupe du Monde au Qatar. Et je parle là des Lions de l'Atlas du Maroc qui sont les tout premiers à se qualifier pour le tour suivant. L'étape des quarts de finale, c'était face à l'équipe du Canada, l'un des pays co-organisateurs de cette 23e Coupe du Monde. Le Maroc qui a réussi à s'offrir son ticket devant l'équipe du Canada au bout d'un score de 3-0. Qualification surprise ou qualification attendue? Qualification attendue. C'est vrai que dans le match, quand on va essayer d'analyser un peu plus, il y a beaucoup de choses à corriger. Une première partie de cette équipe marocaine qui n'a forcément pas convaincu. Une seconde partie également qui ne permet pas forcément de dire que le Maroc est franchement au top de sa forme, parce qu'on connaît un peu plus cette équipe. Si elle est vraiment à 100% de ce qu'elle peut donner, elle peut encore mieux faire. Mais après, je note l'efficacité parce que, sans me tromper, durant toute la rencontre, donc 90 minutes, il y a eu 5 tirs de la part des Marocains et donc 3 buts. C'est montrer un peu plus l'efficacité offensive de ces joueurs-là. Je pense que le service est bien. Donc après, je pense que le Maroc continue un peu plus sur sa lancée. Cette lancée qu'on reconnaît tous, qui est demi-finaliste de l'édition dernière. Donc essaie quand même de pouvoir encore aller un peu plus loin dans la compétition. Le Maroc assume son statut qu'on lui reconnaît, même si après il y a encore l'imbroglio autour Et on va parler de la suite pour ces Marocains tout à l'heure. Tanguy, la qualification du Maroc pour l'étape des quarts de finale. On a vu dans un match, chacune de ces équipes, notamment le Maroc et le Canada, ont eu droit à leur temps fort. Le Canada qui a dominé la première période mais sans jamais trembler les filets. Le Maroc qui, lors de son temps fort, s'est bien entendu a fait 3 buts et sauf son ticket au bout. Oui, il faut dire que le Maroc est rentré difficilement dans son match. Évidemment, c'était relativement prévisible quand on voit un peu son parcours. Et je le disais sur ce plateau que le Maroc, là, que j'avais jusque-là, ne me rassurait pas. Sauf que je crois que ils ont épuisé un peu les Canadiens, parce que vers la deuxième mi-temps, on a constaté quand même que les Canadiens n'avaient plus vraiment le souffle et l'énergie qu'ils avaient engagé dans la première partie. Je crois que ça a pesé lourdement sur leur prestation et le résultat final. Oui, le Maroc était peut-être attendu au regard peut-être de son parcours lors de l'édition précédente, mais le Maroc, ma foi, n'avait pas rassuré, en tout cas à mon sens, au début de cette compétition. Mais maintenant que je crois qu'il y a eu cette prestation avec le Canada, ce n'est pas la meilleure équipe de la planète en matière de football. Donc on ne peut pas dire tout de suite que le Maroc a offert le meilleur niveau de son football. Le test qu'il attend véritablement, ça va être contre les Bleus lors des quarts de finale. Justement pour la suite, comment voyez-vous la suite pour ces Lions de la... Ça va être très difficile quand on voit un peu, je dois dire, la fébrilité au niveau de l'axe défensif
du Maroc. C'est vrai qu'il y a un certain Issa qui est solide, et sa taille lui permet de survoler un peu, je dois dire, les attaquants, mais cela ne suffit pas à cause de cette mobilité qu'on a au niveau donc de l'attaque française, et cette multiplicité, je dois dire, de compétences et de potentialités. Cela offre, je dois dire, une certaine dynamique qui va être peut-être difficile au Maroc de contenir. Mais bon, il y a aussi le problème, je dois dire, de l'attaque marocaine qui n'est pas forcément, je dois dire, de la meilleure efficacité possible. C'est vrai qu'ils ont été très surprenants face au Canada. C'est la première fois, en tout cas, lors de cette compétition, que j'ai vu un Maroc aussi efficace, avec des contre-attaques qui donnent des résultats pertinents. J'espère que ça pourra tenir et être efficace aussi comme ça face à ce milieu défensif de la France, et surtout à cette... Surtout quand on a vu face au Canada, le milieu du Maroc a été muselé. Oui, absolument. Ça a été vraiment difficile pour eux d'évoluer, de récupérer le ballon, d'avancer, et si ça va continuer comme ça, peut-être avec les Français, ça va être une grosse galère. Une grosse galère. Kevin, à la suite pour les Marocains? Ouais, les Marocains devront batailler très dur, parce que là, pour la rencontre, nous sommes tous unanimes ici, qui n'ont pas pu quand même essayer de convaincre à 100%. Après, ils ont perdu ce joueur-là qui, en 3 rencontres, a essayé quand même de trouver Ismaïl Saïbari, qui, entre-temps, était blessé. Mais après, Azzedine Ounaï, qui a su quand même trouver le chemin des filets avec 2 réalisations et tout. Il y a Brahim Diaz de l'autre côté du Real Madrid qui ne répond forcément pas, qui essaie quand même d'être encore dans la timidité depuis le début de cette partie, donc de cette compétition, la Coupe du Monde. On a également celui-là qu'on ne présente plus, Achraf Hakimi, qui pourra apporter à son équipe. Moi, je vois plutôt une rencontre qui sera très très disputée. Après, il y a la France qui demeure la France, avec son côté offensif qu'on lui reconnaît quand même tous, et après son milieu de terrain et tout, même en l'absence de Tchouaméni dernièrement pour cette rencontre, cette dernière rencontre, on a vu quand même comment est-ce que les Français se sont comportés. Je pense que le Maroc aujourd'hui, c'est une grande nation du football. La grande nation du football, elle se reconnaît également par les grands matchs, et ce grand match face à la France, ce sera une opportunité de nous prouver encore l'équipe peut encore quand même essayer d'aller loin dans la compétition. Et parlant de la France, on a vu cette équipe obtenir une qualification difficilement face à l'équipe du Paraguay dans un match, je l'ai dit un peu plus tôt, qu'il ne faut jamais montrer dans un centre de formation. C'était au-delà d'un comportement sportif qu'on a remarqué sur le terrain. Oui, parce que après, quand vous jouez une rencontre et que vous n'arrivez forcément pas à aller droit au but, et que vous ne trouvez pas le chemin des filets, ça agace, ça irrite, et surtout que nous sommes à une étape de la compétition où on ne veut plus forcément engranger des points, mais on veut plutôt tenir comme du score pour un peu plus aller loin dans la compétition. Je vois que c'est important. Après, je pense que la manière, vous voulez forcément un football de haut niveau, comme on a l'habitude de le dire. Mais après, je pense que la France a fait un service minimum. Kylian Mbappé qui trouve un penalty, qui sont comptés une fois encore 7 buts, à l'instar de Lionel Messi et de certains Erling Haaland, une compétition qui est très prolifique d'ailleurs en but. Moi, je pense que la France a fait le service minimum. L'essentiel, c'est de passer le tour suivant et après tirer les enseignements de cette rencontre-là, en même temps pour pouvoir quand même essayer d'évoluer un peu plus loin dans la compétition. Et quand on sait que cette France-là a été quand même finaliste de l'édition dernière, une France également qui en 2018 a remporté le trophée, mais un peu plus tôt était quart de finaliste. Moi, je pense que quand on regarde un peu plus le parcours de cette France-là durant les dernières années, je pense qu'elle a quand même les âmes nécessaires. Quoique, je reconnais quand même que le Maroc également peut titiller cette équipe de France. Allez, on va passer maintenant à un autre match. La Norvège qui obtient une qualification historique devant l'équipe du Brésil, éliminée en quart de finale en 2018 et en 2022. Cette fois-ci éliminée à l'étape des 8e de finale du mondial à 48 nations. Face à quelle équipe? La Norvège qui obtient Tanguy, sa toute première qualification pour l'étape des quarts de finale en 4 participations. Oui, et une première, en tout cas pour cette équipe norvégienne qui était partie, contrairement à ce que les gens pouvaient croire, qui était partie favori avant même cette rencontre, parce qu'on a vu un Brésil très poussif. Et le match du Brésil contre le Japon aurait pu mettre la puce à l'oreille pour comprendre que cette Albi Céleste n'était pas vraiment de la meilleure de ses formes. D'ailleurs, en match d'ouverture, en match d'entrée, je dois dire, dans la compétition face au Maroc, on a vu aussi cette difficulté que les Brésiliens avaient eu à tenir face aux Marocains. Donc c'était bien clair que ces Brésiliens ne pouvaient pas aller plus loin que cela.
Cela a été d'ailleurs un miracle, en tout cas pour moi, de les voir tenir pendant la première mi-temps sans encaisser. Il y avait même ce but, et même ce but refusé justement sur hors-jeu par les Norvégiens. Oui, je ne sais pas si je dois dire la même chose que j'ai dite au sujet de l'Allemagne quand je lui demandais d'aller consulter l'oracle au sujet de cette compétition. Oui, au sujet de ce trophée de 2014 qu'ils ont remporté. Depuis lors, ils ont commencé vraiment à galérer. Et je ne sais pas si cela leur a apporté malheur. Il faudrait vraiment interroger les dieux pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et je crois que les Brésiliens ont aussi besoin d'aller faire ça. Quand on voit un peu, j'ai dit que le Brésil est un réservoir de footballeurs et que depuis 2014, que leur galère aussi a commencé avec ce cinglant 7-2 ou 7-1 qu'ils ont pu subir à domicile. Voyez-vous, depuis là, ils ont commencé à mettons, coincer soit au niveau des quarts de finale, soit en huitième de finale, comme d'ailleurs c'était le cas hier. Par exemple, il faut dire que le Brésil a besoin de réinvestir dans son football pour remobiliser les talents, effectivement. Kevin, le Brésil qui déçoit une nouvelle fois. Oui, une nouvelle fois, depuis le début de la compétition, le Brésil n'était pas forcément ce Brésil flamboyant. Un Brésil qui n'est pas forcément au top de sa forme et qui a montré quand même une rencontre très très bizarre. Un match qui est très vite à oublier avec des occasions qui sont ratées. Quand vous êtes Brésil et que vous avez un joueur comme Guimaraes qui rate un penalty alors que nous sommes dans les phases à l'élimination directe, vous avez celui-là qu'on ne présente plus, le jeune Hendry qui rentre dans le match à peine et qui ne sait pas forcément également de scorer face à cette occasion trouvée. Je pense que le Brésil a été sur la rencontre pas forcément un Brésil très 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 en forme. Et je pense qu'en face il y avait une équipe de Erling Haaland qui a su quand même retrouver un peu plus sa forme comme depuis le début de la compétition et qui a essayé de mettre un peu plus à dos tout l'adversaire. Et donc 2-0. Je pense que c'est logique quand on regarde un peu plus la rencontre proposée par cette équipe-là. Donc après, le Brésil devra quand même travailler un peu plus sur son jeu. Moi, je pense que le problème, c'est au-delà des joueurs. C'est la crise, elle est profonde. Parce que depuis 23 ans, 2002, où vous avez soulevé le trophée et vous êtes l'équipe qui a quand même plus de trophées dans cette compétition, donc 5 trophées en Coupe du Monde, et que vous n'arrivez pas forcément à démarrer, que vous restez toujours dans cette timidité. 23 ans après, moi je pense que le Brésil n'arrive pas forcément à tirer des enseignements de ces échecs. Et je pense que ce n'est pas propre au Brésil. Tanguy a su bien le dire. Il y a l'Allemagne également qui peine depuis 2014. Il y a l'Espagne qui depuis 2010 également ne sait pas forcément de pouvoir aller loin dans la compétition. Moi je pense qu'il faut essayer quand même de s'interroger entre dirigeants et de trouver un peu plus... les solutions idoines permettent quand même à ce Brésil-là de retrouver le spectacle qu'ils ont l'habitude de nous proposer. Et Brésil qui est fini, en même temps Neymar qui joue sa dernière compétition, les pleurs, les larmes, comme on a l'habitude de le voir, mais qui a essayé quand même de marquer le revenir. Je crois qu'il est à 34 ans. Mais il a annoncé la coupe du Monde se joue tous les 4 ans. Il a annoncé. Il y a quelqu'un qui joue à 41 ans. Vous n'oubliez pas dans cette compétition. Et même le gardien capverdien, il est venu à 40 ans. Et il a fait beaucoup d'exploits. Mais après, il peut aussi changer sa décision parce qu'on a vu Lionel Messi dans l'actualité qui entre-temps a dit qu'il voulait quand même se retirer, mais qui est encore revenu un peu plus dans la compétition. Peut-être que sous le coup de la colère, de la déception, on ne veut plus forcément aller loin dans la compétition. Quand on sait que Neymar également a traversé beaucoup de périodes, des blessures, un peu plus de la pression et tout, c'est pas forcément, mais qu'on le veuille ou non, c'est un joueur qui n'a pas forcément l'hygiène adéquate, qui a le talent en football, mais il va falloir quand même faire le bilan. Allez, le malheur du Brésil fait le bonheur de la Norvège qui a obtenu sa toute première qualification pour les quarts de finale. Quand on regarde un peu le parcours de cette équipe norvégienne depuis le premier match de la phase des groupes, on voit cette équipe qui prend un peu plus l'étoffe d'une nation qui est venue jouer les poils à gratter et surtout qui a l'ambition de rejoindre le dernier carré. Oui, on ira même un peu plus au-delà, regarder un peu plus la phase des éliminatoires pour quand même arriver à la compétition. Ils ont fait un parcours sans faute avec 24 points donc, pour sortir quand même de leur groupe avec un Erling Haaland qui était vraiment au top de sa forme avec 16 buts s'il vous plaît. Ouais. Donc après, ce n'est pas nouveau. Haaland qui continue un peu plus sur cette lancée, permettant quand même à son équipe d'aller un peu plus loin dans la compétition. Je vois une équipe qui est résiliente, une équipe qui a envie et qui communique et surtout avec ses supporters
permettant quand même de pouvoir quand même bien jouer les différentes rencontres, comme on le dit, step by step. Donc je pense que cette équipe est désormais à suivre de près. En entrant un peu plus dans la compétition, on voit cette équipe-là qui n'est pas forcément une équipe qui pouvait quand même déranger l'adversaire. Mais je pense que match après match, cette équipe montre un peu plus qu'elle dispose des arguments nécessaires pour pouvoir quand même mettre à dos un peu plus l'adversaire. Moi, je pense que cette fois-ci, une fois encore, ils se sont imposés. Erling Haaland qui désormais également à la table des meilleurs buteurs avec Lionel Messi et Kylian Mbappé, et c'est pas terminé. Je pense que cette équipe-là nous réserve encore beaucoup de surprises pour la suite de la compétition. Allez, pour la suite, la Norvège sera face à l'équipe de l'Angleterre qui, ce petit matin, s'est offert sa qualification pour l'étape de quart de finale face à un autre pays co-organisateur, le Mexique, qui rejoint le Canada, qui est à l'aéroport depuis le premier match de cette étape des huitièmes de finale. Le Mexique rentre, l'Angleterre passe dans un match fou, il faut le souligner. Ouais, le Mexique qui essaie quand même de chercher un peu plus à aller loin dans la compétition, mais qui n'a pas eu l'opportunité, qui a dominé la rencontre. C'est en ça que c'est en ça que c'est un peu bizarre en plus. Ouais. Parce que là, vous avez face à l'Angleterre, vous dominez la rencontre, mais in fine, vous n'arrivez pas forcément à trouver l'opportunité de pouvoir, l'efficacité, qui a pris, on a vu un certain Bellingham, qui a fait un très très bon match. D'ailleurs, il a inscrit un doublé pour le compte de cette rencontre. Harry Kane, le prince Harry qu'on ne présente plus, qui est venu avec son penalty, son sang-froid, qui a quand même essayé de permettre à son équipe de prendre de l'avantage. Moi, je pense que cette équipe mexicaine a quand même essayé de donner le tout pour le tout, mais en face, il y avait l'expérience anglaise qui a pris le dessus. Et donc, c'est la fin de la compétition. Quand on est aussi pays hôte, ça fait quand même bizarre de partir ainsi de la compétition. Mais arriver à ce stade de la compétition, c'est pas rien. C'est pas rien pour l'équipe du Mexique. Allez, il faut le dire, le Mexique qui rentre, tout comme le Canada. On verra bien si l'équipe américaine va tenir et représenter ces deux co déjà éliminés de la course. En rendez-vous à 1h. On va en parler, mais d'abord, Tanguy, qualification anglaise pour l'étape de quart de finale, ça sera face à la Norvège. Comment trouvez-vous la suite? Oui, ça va être une rencontre équilibrée. Quand on voit un peu, je dois dire, l'énergie que dégage cette équipe norvégienne qui peut tenir de bout en bout, je dois dire 90 minutes sans impôt. Je crois que Carlo Ancelotti a fait plus de changements hier que son homologue, je dois dire, norvégien. Voilà, ce qui montre très clairement que cette équipe est quand même pleine d'énergie et peut tenir une rencontre. Il y a aussi que les Anglais ont été très éprouvés sur leur parcours, il faut bien le voir. Déjà avec le Ghana où ça a été très difficile, ils ont poussé. Donc physiquement déjà c'est des gens qui ont suffisamment donné. Et si ça doit se mesurer sur la quantité d'efforts à fournir, je crois que les Norvégiens partent légèrement favoris. Mais bon, le football c'est quand même 90 minutes et le rectangle il est vert et rectangle pour deux équipes. Donc voilà, on verra bien qui sera mieux intelligent, plus efficace dans le but. Allez, avant cette rencontre, on va assister déjà à ces deux qu'on va suivre entre ce soir et demain matin. À 20h, le Portugal sera face à l'équipe de l'Espagne pour une place en quart de finale. Le Portugal de Cristiano Ronaldo qui a arraché une qualification laborieuse face à l'équipe de la Croatie sera face à l'équipe espagnole. Ouais, c'est deux équipes qui sont en quête de soulever le trophée. J'ai tantôt fait cas de l'Espagne qui, depuis 2010, n'arrive forcément pas à aller loin dans la compétition. On a également le Portugal qui veut forcément soulever le trophée. Et avec qui Cristiano Ronaldo, tant qu'il a rappelé, qui joue encore la compétition malgré son âge, qui a soif quand même de soulever le trophée. Mais quand on regarde un peu plus ces deux équipes, je pense que c'est pas forcément... un style de jeu proposé sans faute. Vous voyez sur la dernière rencontre par exemple du Portugal, il y a beaucoup de déchets à corriger. Même du côté de l'Espagne également, fidèle au tiki-taka, on n'arrive forcément pas à prouver, on sort difficilement un peu plus les différentes rencontres jouées. Lamine Yamal qui est attendu mais qui ne répond pas forcément également parce que qu'on le veut ou non, il fait partie des meilleurs joueurs quand même, ou bien il est un des meilleurs joueurs de cette équipe-là. Moi je pense qu'on aura droit à une très belle rencontre si les deux équipes se mettent quand même au sérieux. Je pense qu'à l'étape de cette compétition, l'efficacité va plus permettre à l'équipe gagnante de pouvoir quand même passer le tour suivant. Je vois une rencontre qui sera très très serrée, mais après l'équipe qui aura plus la chance de pouvoir de concrétiser ces occasions va l'emporter. Tanguy et Portugal, Espagne à 20h. Oui,
Ça va être un match aussi intéressant. C'est vrai que les deux équipes ont un compte à régler justement concernant cette rencontre à l'Euro où le Portugal a pu quand même l'emporter. Donc ils ont des comptes à se régler. J'espère véritablement que ça va être une rencontre intéressante, même si j'ai pas l'impression en tout cas que l'équipe espagnole est à 100% de ses formes quand on voit un peu ses prestations jusque-là et surtout je dois dire ce que fournissent ces attaquants comme prestations jusque-là. Mais bon, l'équipe portugaise n'est pas non plus, je dois dire, celle qui est la meilleure de la compétition jusque-là quand on voit un peu le parcours qu'elle a pu offrir jusque-là. Ça va être une rencontre indécise à mon sens. En tout cas, les pronostics au début vont être très hasardeux. On verra bien en tout cas qui va l'emporter. Mais je pense que l'Espagne part légèrement favori. L'Espagne part légèrement favori. L'Espagne qui est championne d'Europe en titre, qui va donc défier l'équipe du Portugal. Ça sera à 21h du matin. On verra si l'équipe des États-Unis va représenter les autres pays co-organisateurs du 23e Coupe du Monde en décrochant son ticket face à l'équipe de la Belgique. États-Unis-Belgique. Moi, je le dis clairement, je souhaite que la Belgique passe pour cette rencontre-là. Après, c'est vrai que sur sa dernière rencontre, la Belgique n'a pas forcément proposé un bon football, mais je pense que les matchs se suivent, mais ne se ressemblent pas toujours. Après, la Belgique pourra rebondir et gagner cette rencontre. Et quand on parle des États-Unis, cette polémique qui fait le tour du monde, avec le carton rouge déjà annulé par la FIFA, du jamais vu dans le football, où un joueur écope d'un carton rouge et après négociation, je ne sais comment, on demande à ce qu'on puisse lever ces comportements. Ils ont parlé de l'article 27. L'article 27. Non, mais après, bon. On l'a jamais vu dans le football. Moi, je pense que après, c'est dommage pour le football. Mais après, malheureusement, quand on se refait un peu plus aux réalités, le football aujourd'hui ne se joue plus forcément sur le rectangle vert, sur le terrain. Après, il y a la coulisse et je ne sais pas si entre temps nous l'a appris. Après, je ne sais pas s'il y a eu une dictature entre griffes. Mais après, je vois pour cette rencontre la Belgique qui pourra quand même partir un peu plus avec la victoire finale au soir de la rencontre. Le soir de la rencontre, la FIFA, vous en parlez tantôt, qui a levé le carton rouge entre griffes de Folarin Balogun, titulaire face à la Belgique, malgré le rouge. Folarin Balogun qui sera autorisé à affronter donc la Belgique demain matin après que la FIFA a décidé de lui infliger un match de suspension avec sursis en vertu de l'article 27, le carton rouge qui est maintenu, mais il est autorisé à jouer, il faut le dire. La Maison Blanche qui a directement contacté la FIFA pour demander à Gianni Infantino de réexaminer le carton rouge infligé. Vous voyez un peu plus la faute. Oui. Honnêtement, c'est logique. Le carton, c'est une faute qui peut détruire le joueur parce que clairement, il était quand même... Il a essayé de ne pas chercher le ballon, mais de chercher le pied du joueur en essayant de le piétiner. Et tout le monde l'a vu. Mais que la FIFA vienne aujourd'hui nous dit quand même que voilà, il faut... je ne sais pas si c'est une manière de réinventer la roue qui existe déjà pour un joueur. Oui, et justement, de cette... Le président américain parlait de justice. Oui, et j'avoue que je ne savais pas de quoi il parlait. Il vaut mieux qu'il se contente de ces hockey sur glace. Parce qu'en matière de football, je ne sais pas est-ce que... Ils sont loin de la réalité. Ah oui, à quel niveau il faut parler de justice. Quand on voit un peu la faute qui a été commise par Balogun. Bon, écoutez, le football, c'est aussi un milieu de la diplomatie, de l'influence. C'est aussi un milieu, de rapport de force, il ne faut pas l'oublier aussi. Donc, c'est une manifestation un peu des choses qui se passent dans les coulisses. Il faut peut-être s'en désoler, mais il faut quand même être réaliste et comprendre que, bon, quand, la politique entre en jeu, eh ben, les règles se cachent, se dissipent. Vivement que cette politique-là ne nous amène pas à voir les États-Unis soulever le trophée. De toutes les façons, la Fédération belge de football a dévoilé un communiqué hier, tout juste après la décision rendue publique. La Fédération royale belge de football qui est stupéfaite de la décision de la FIFA d'autoriser le joueur américain Folarin Balogun suspendu à disputer le match avec justement la Belgique, il faut le dire, à partir donc d'1h du matin ce mardi. Voilà donc ce qui se passe au niveau de cette 23e
Coupe du Monde. Allez Tanguy, rendez-vous à 20h pour suivre Espagne-Portugal et puis à 1h du matin pour suivre États-Unis, Belgique et on se retrouvera après ici demain pour un autre point du mondial. Oui, on fera justement le tour d'horizon, je dois dire, de ces rencontres et des résultats qu'on aura obtenus à cette occasion. Allez, bonne journée à vous deux, chers messieurs. Merci. Prenez soin de vous et à demain. À demain. Mesdames et messieurs, mon invité au téléphone a déjà décroché mon appel. Voici donc Shérif Kakou Kodjo pour notre entretien de ce matin. Monsieur Kodjo, bonjour. Bonjour, docteur Agoy. Merci beaucoup d'avoir décroché mon appel ce matin. Vous êtes enseignant des sciences de la vie et de la terre depuis une bonne dizaine d'années. Vous avez travaillé sur un manifeste citoyen consacré à l'orientation des jeunes vers des métiers d'avenir liés justement à l'intelligence artificielle. Merci d'être en ligne. Monsieur Kodjo, vous proposez un document pour éclairer sur les changements profonds suivis par le monde du travail et des métiers avec cette affaire d'intelligence artificielle. En quoi ce document, M. Kodjo, est pertinent et différent de tout ce qu'on a vu jusque-là par le passé? Merci, docteur, de me donner l'opportunité de discuter d'un sujet assez sensible qui nous intéresse. Alors, c'est un manifeste qui est différent. De tout ce qu'on a vu par le passé, en ce qu'il s'agit d'une stratégie en réalité nationale. Il s'agit d'une stratégie nationale et une stratégie qui doit nous amener à pouvoir mieux planifier la vie de nos enfants et également la vie, je dirais, de notre société tout entière. Concrètement, que contient ce manifeste? Qu'est-ce que ça dit précisément? Ce manifeste contient, je vais dire, principalement une orientation claire sur des métiers d'avenir. Une orientation claire sur des métiers d'avenir, des métiers liés à l'utilisation de l'IA dans des domaines sensibles et des domaines qui constituent des domaines d'avenir. Vous savez, aujourd'hui, il ne s'agit plus pour un apprenant qui vient d'avoir le bac de faire un choix pour le faire. Il faut tenir compte du contexte national et du contexte international. Et en cela, on ne peut rien faire aujourd'hui sans l'IA. On ne peut rien faire aujourd'hui sans l'IA, d'où l'importance de ce manifeste. Si on va un peu plus en profondeur dans le manifeste, on se rend compte que, justement, les métiers proposés sont proposés avec des parcours clairs, à 3 niveaux. Ces métiers sont des métiers qui seront des métiers d'actualité pour le Bénin de demain, c'est-à-dire le Bénin d'ici 5-10 ans. Donc, ceux-là qui viennent d'avoir le bac doivent aller dans des domaines où leur main devrait être garantie. Des domaines où ils pourront apporter une plus-value au Bénin. Des domaines où ils n'auront pas à chômer. Et d'ailleurs, l'utilisation de l'IA dans les domaines que j'ai proposés, si vous faites un peu de recherche sur le plan international, vous constatez que c'est ce qui donne aujourd'hui vulgairement à manger. C'est ce qu'on dit vulgairement dans la société. Quels sont ces métiers qui sont d'avenir à votre avis? Les métiers qui sont d'avenir aujourd'hui, ne pas lister tout ce qui se trouve dans le manifeste. Nous avons, par exemple, je vais dire, un métier tel que l'utilisation de je m'excuse, mais c'est un peu l'utilisation de l'IA appliquée au domaine de la médecine. Au domaine de la médecine. Dans le domaine de la médecine. Oui. Pour le domaine de la médecine, je suppose par exemple que vous voulez, je suis au niveau du côté de la radiologie. Aujourd'hui, quand vous allez dans le domaine de la radiologie, vous ne pouvez pas
encore détecter facilement certains cancers au niveau du début. Ouais, donc, il faut forcément qu'il y ait des gens qui conçoivent des IA capables de détecter facilement, je vais dire, le début des cancers. Voilà. Alors, votre cible, c'est l'État, hein, et on peut comprendre que c'est la structure qui, mettons, pense politique d'emploi, etc. Et votre seconde cible, c'est les bacheliers. Pourquoi les bacheliers, M. Kodjo, quand on sait que l'orientation aujourd'hui doit venir un peu plus tôt dans le parcours scolaire de l'enfant? L'orientation doit venir plus tôt, mais la réalité d'aujourd'hui, c'est que quand vous discutez avec les candidats qui viennent d'avoir le bac, ou qui sont en situation de classe en terminale, ils sont juste là, mais ils ne savent pas d'abord ce qu'ils veulent faire. Même après le bac, c'est là qu'on donne les résultats. On commence à courir de gauche à droite. Oui. Et on essaye de voir par rapport à ce qui est proposé au niveau de l'orientation de bac, c'est qu'on peut prendre, et c'est là qu'on pense pas ce qu'il y a. Ouais, et là, on fait des choix, on va dans des domaines, c'est déjà saturé. On fait des choix, on va dans des domaines, c'est déjà saturé. La suite, c'est qu'on connaît, on sort, hein, il sort et puis il continue de chômer. Les parents se disent, j'ai dépensé beaucoup d'argent, mais l'enfant, l'État ne leur permet pas d'avoir ce qu'il faut. On accuse l'État. Alors qu'en réalité, il aurait fallu simplement avoir des informations claires sur les métiers qui vont forcément donner à manger à l'enfant. Si je prends le métier qui est, je vais dire, le métier d'administrateur de base de données, c'est un domaine qui est d'actualité aujourd'hui. Le métier d'architecte des solutions de cloud. Tout à fait. Oui. C'est un domaine qui est d'actualité. Si nous laissons de ce côté, je vais parler de micro, du domaine des puces. Je prends un métier tel que le technicien supérieur en maintenance du système microélectrique. Forcément, le Bénin en a besoin, mais l'extérieur en a besoin. Si vous prenez un métier tel que l'ingénieur en gestion de l'énergie pour l'infrastructure numérique, tout ce que nous faisons aujourd'hui en énergie. Vous voyez, c'est des domaines quantiques, biomathématiques, il y a aussi il y a la technologie. Et donc, il faut que les parents, les apprenants, aient déjà une idée vague de ce qu'ils veulent faire. Et c'est en cela que se manifeste le problème qui est sur le terrain. Parce que chaque année, les apprenants nous dérangent. Après, on ne peut pas dire nous dérangent, c'est une manière de parler. Et chaque fois qu'on a un apprenant qui vient d'avoir le bac, il cherche à rentrer en contact avec ses anciens professionnels. C'est un plaisir pour nous de partager les informations avec eux. Tout à fait. Tout à fait. Et vous dites... ce n'est pas forcément ce que nous voudrions pour eux, par rapport au niveau qu'ils ont par exemple. Ouais, donc... Alors, vous dites que votre document change le regard social sur les filières, notamment technologiques. On sait que le Bénin, depuis quelques années maintenant, pousse pour, mettons, amener les jeunes apprenants à s'intéresser notamment aux filières scientifiques et technologiques. Donc, votre document intervient dans un monde un peu vieux, non? Docteur, je ne dirais pas que ça intervient dans un monde un peu vieux, parce que ça règle plutôt une situation qui est d'actualité, je dirais. Oui. Vous voyez, parce que jusqu'à aujourd'hui, il est vrai, les apprenants vont dire, après le bac, je souhaiterais faire ça. Je souhaiterais faire ça. Mais est-ce que réellement ceux qu'ils ambitionnent faire, le marché est toujours disponible? Ce marché-là sera disponible d'ici 5 ans, d'ici 10 ans. Il faut tenir compte de tout ça. Il est vrai qu'il y a beaucoup de stratégies qui existent.
se manifeste, docteur, c'est une pièce. J'étais dans la mare. Je souhaite vraiment que ceux qui pensent, ou les autorités, s'ils peuvent également l'améliorer, et progressivement mettre cela à niveau, afin de mettre ça à disposition de tout le monde. Que les parents puissent l'avoir et savoir que d'ici tel nombre d'années, le Bénin aura besoin de ci, aura besoin de ça. C'est ça. Et pour faire ça, il faut que mon apprenant, il faut que mon enfant pour moi, et je l'oriente dans quel domaine. Comme ça, dès qu'il finit, il peut être réputé au Bénin, il peut être réputé à l'extérieur. S'il n'est pas réputé, il peut être lui-même à son propre compte, en développant tout ce qu'il faut. En développant tout ce qu'il faut, en développant ce qu'il faut. Voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup à vous, M. Chérif Kodjo. Je rappelle que vous êtes enseignant les sciences de la vie et de la terre. Vous avez élaboré, je dois dire, un manifeste citoyen consacré justement à l'orientation des jeunes vers les métiers d'avenir dans un contexte de développement de l'intelligence artificielle. Merci d'avoir été en ligne. Très bonne journée. Merci, docteur. Bonne journée à vous aussi. Merci. Retour à Cotonou. Mesdames et messieurs, voici maintenant le temps de passer à la pause. En juillet avec Canal+. Tu es prêt? Il y a un fort potentiel en ce moment. Ça va chauffer. Et je chanterai tout haut. Je sens l'émotion, je sens la puissance. Je viens pour gagner et être une star africaine. J'aime bien la nouvelle personne que tu es. J'ai te soutien. C'est trop chic. Tu mets plein gaz. On a schtroumpfé la baraque. Tout était parfait. C'était incroyable. Je sens qu'on va faire malheur. Avec Canal+, donnons de la voix. Vous avez besoin d'une connexion Internet fiable que vous pouvez partager avec toute la maison? Vous rêvez d'un abonnement Internet illimité qui vous tient tout le mois sans ralentir? Avec Canalbox, découvrez l'Internet sans limite de gigas. Avec la fibre Canalbox, passez au très haut débit avec l'offre Start à 50 mégabits par seconde ou l'offre Premium à 200 mégabits par seconde. Offrez-vous l'installation et la box à 5 000 francs CFA au lieu de 10 000 francs CFA. Vite, rapprochez-vous de nos vendeurs en rose ou d'une boutique Canal+, Canalbox pour vous équiper dès maintenant. Pour plus d'infos, appelez le 70 44 ou rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux. Canalbox, le vrai Internet, illimité, sans limite de gigas. En juin, avec Canal+. Le coupé décalé, il faut l'avoir, Vincent. Si tu fais pas ça, t'es mort. Tu peux pas. Demandez, vous serez servi. On vous attend. 100% de toutes vos envies, seulement avec Canal+. Avec Canal+, donnons de la voix. En ce moment, réabonnez-vous à votre formule habituelle et profitez de 30 jours offerts à toutes les chaînes. Et si vous n'êtes pas encore abonné, le décodeur HD est à 3 000 francs dès la formule Access. La parabole et l'installation sont offertes. Vous avez besoin d'une connexion Internet fiable que vous pouvez partager avec toute la maison? Vous rêvez d'un abonnement Internet illimité qui vous tient tout le mois sans ralentir? Avec Canalbox, découvrez l'Internet sans limite de gigas. Avec la fibre Canalbox, passez au très haut débit avec l'offre Start à 50 mégabits par seconde ou l'offre Premium à 200 mégabits par seconde. En ce moment, la box et l'installation sont gratuites pour toute nouvelle souscription à partir de l'offre Start. Vite, rapprochez-vous de nos vendeurs en rose ou d'une boutique Canal+, Canalbox pour vous équiper dès maintenant. Pour plus d'infos, appelez le 70 44 ou rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux. Canalbox, le vrai Internet, illimité, sans limite de gigas.
Grâce au microcrédit à l'AFIA, Mariam a fait grandir son commerce. Avec le microcrédit à l'AFIA, Kofi a acheté cette nouvelle machine. Bonne nouvelle, le microcrédit à l'AFIA 3 est arrivé. Avec le microcrédit à l'AFIA 3, empruntez de 100 001 francs à 200 000 francs CFA pour développer votre commerce, investir dans vos projets et augmenter vos revenus. Un crédit rapide et simple à rembourser chaque semaine ou chaque mois. Rendez-vous vite dans l'une de nos institutions de microfinance partenaires. Pour toute information, appelez gratuitement le 73 20 de 8h à 18h, 7 jours sur 7. Microcrédit à l'AFIA, le crédit qui vient à vous. Nous allons continuer à parler de cette actualité liée au climat et à l'humeur du temps. Les pluies diluviennes qui s'abattent depuis quelques jours maintenant sur Cotonou et ses environs. Nous allons observer justement le comportement de la ville, capitale économique du Bénin. Franck, bonjour. Bonjour, Tanguy. Inondation sur le tronçon Calavik-Pota Cotonou. Comment est-ce que ces 4 jours de pluie intense ont suffi à mettre à bas, là, je dois dire, la sécurité et notre quotidien la semaine écoulée? Tanguy, il nous faut peut-être des spécialistes pour répondre plus profondément à cette interrogation. Mais je pense qu'ils l'ont fait déjà, mais de notre observateur de citoyen qui a vécu et subi cette situation, je peux dire que le déluge de la semaine écoulée est un test de résistance pour l'axe Calavik-Cotonou. Du lundi au jeudi, vous le disiez, 4 jours, le ciel a déversé une importante quantité d'eau sur la partie méridionale du Bénin, plongeant la métropole de Cotonou et sa voisine Abomey-Calavi dans une épreuve de force climatique. L'épicentre de cette crise s'est cristallisé sur un cordon ombilical vital, l'axe, le tronçon Calavi-Pota-Cotonou, submergé par les eaux, notamment à la hauteur du pont de Djonou dans l'arrondissement de Godomé. Cette artère névralgique s'est transformée en un gigantesque piège pour les usagers, paralysant l'économie et le quotidien de millions de citoyens. Le bilan de ces 4 jours de déluge se décline en une triple crise. Au plan économique, le temps semblait s'arrêter et des milliers de travailleurs, commerçants et opérateurs économiques sont restés bloqués des heures durant dans des embouteillages monstres, avec à la clé un manque à gagner colossal pour le secteur privé et le commerce informel, poumon de l'économie locale. Au plan environnemental et sanitaire, la montée des eaux a entraîné le reflux des déchets, des caniveaux charriant déchets et eaux usées au cœur des habitations et sur les voies publiques, un cocktail environnemental presque toxique qui ravive instantanément le spectre des maladies hydriques. Au plan sécuritaire, la chaussée invisible sous les eaux a multiplié les risques d'accidents entre pannes mécaniques en cascade, motos noyées et piétons navigants à vue dans les courants parfois violents. La sécurité des personnes a été lourdement compromise. L'impact sur le fonctionnement de l'État, n'en parlons plus, a été très immédiat, avec des agents publics bloqués dans les goulots d'étranglement de Pota et de Djonou. De nombreux bureaux sont restés désespérément vides ou ont fonctionné au ralenti. Une illustration parfaite de la vulnérabilité d'une administration centrale ultra dépendante de la mobilité de ses fonctionnaires résidant en périphérie Tanguy Agoy. Il faut dire que c'est un problème le long du golfe de Guinée, puisque d'autres capitales ont été prouvées ces derniers jours par d'intenses pluies qui se sont abattues sur ces villes-là. Je veux parler d'Accra par exemple, je veux parler de Lomé, je veux parler d'Abidjan aussi avec leur lot de morts. Cotonou n'a pas connu de morts. En tant que tel, on peut dire que la ville a évité le pire, mais vous dites qu'il reste à faire. Il reste beaucoup à faire, Tanguy. Ces 10 dernières années, c'est vrai, le Bénin a suffisamment investi dans l'assainissement et dans la perspective de gérer le flux d'eau qui nous envahit à chaque saison des pluies à Cotonou et environ. Pour mesurer la portée des investissements réalisés au Bénin, il suffit de lever les yeux vers la sous-région. Au cours de cette même séquence pluvieuse, Lomé, Accra, Abidjan ont elles aussi plié sous les eaux. À Abidjan ou Accra, par exemple, les inondations souvent rimées avec d'importants dégâts matériels structurants et des paralysies prolongées de quartiers entiers. En comparaison, Cotonou et Calavi ont fait preuve d'une résilience remarquable. Si l'eau est montée, elle s'est retirée grâce aussi
au dispositif mis en branle par l'Agence béninoise de protection civile. Cela n'est pas le fait d'un miracle, c'est le résultat direct des investissements massifs du programme d'assainissement pluvial de Cotonou, PAPC, des collecteurs géants construits et des efforts remarquables consentis par le gouvernement de Patrice Talon depuis 2016. Sans ces milliards injectés dans le bitume et les réseaux d'évacuation, tenez-vous tranquille, le Grand Nokoué aurait vécu une catastrophe humanitaire et économique sans précédent. L'investissement a payé, le pire a été évité. Cependant, une crise a agi comme un révélateur. Nous avons encore du chemin à faire et de gros défis nous attendent. Et oui, le plus urgent d'entre eux porte un nom, le pont de Djonou. Il faut agir et vite pour trouver une solution durable à ce pont très emprunté par les habitants de Calavi et vice-versa avec la construction d'une cité administrative dans la zone de Zundia à Calavi. Il est urgent qu'un plan d'investissement soit à court terme fait pour rapidement trouver une solution, auquel cas nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Merci à vous. Allez, voici notre débat aujourd'hui. Riche, bonjour. Bonjour. Ce fut une grosse galère la semaine écoulée, en tout cas au niveau de ce pont. Et ce n'est pas la première fois qu'on a des difficultés à circuler à ce niveau. En tout cas, que ce soit à cause de la pluie ou même à cause, doit dire, de l'intensité du trafic. Vous l'avez bien dit, c'est pratiquement le seul pont, je veux parler du pont de Djonou que nous appelons habituellement Redonou, qui dessert toute la population de Calavi, qui va vers le centre-ville de Cotonou. Même quand il n'y a pas plu, vous le savez déjà, c'est des heures de bouchons, sont des heures de galère. Pour véritablement être à l'heure, à 7h ou à 8h au service, il faut quitter la maison. Quand on est à Calavi, bien évidemment, il faut quitter la maison entre 6h et parfois même à 5h30 pour pouvoir vite traverser le pont avant que le gros bouchon ne s'installe. Et voilà maintenant que la pluie en a rajouté avec pratiquement le bitume qui a disparu à un moment donné. Et il y a eu tout ce que nous avons vu, ce calvaire pour circuler, des motos qui s'enlisaient, des voitures qui s'enlisaient. Et ça a été vraiment pénible pour les usagers de cette route-là. Entre-temps, il faut saluer l'effort colossal de la police républicaine et des éléments de l'agence béninoise de protection civile, notamment les sapeurs-pompiers, qui sont très vite descendus sur les lieux pour, d'une certaine manière, accompagner les usagers dans cette galère-là. Il y a également des voies de contournement qui ont été subitement dessinées. C'est vrai que ce sont des voies qui existaient déjà, mais des voies encore plus difficiles à emprunter, parce que parfois très longues, parfois moins praticables que celles que nous connaissons tous. Et c'est pour vous dire que la semaine qui s'est écoulée n'a pas été une joie pour la plupart des usagers qui rallient Cotonou pour Calavi ou Calavi pour Cotonou. C'est pour vous dire également que il y a un problème, un véritable problème. Ce pont, on en parlait depuis très longtemps et normalement ce pont devrait être reconstruit. C'est vrai que les autorités estiment qu'il y a un travail, l'étude était déjà faite et que normalement ça devrait être sur le budget national, mais depuis un certain temps, nous avons un partenaire international qui devrait accompagner ce projet, dont ça a été revu en grandeur nature, bien évidemment, pour pouvoir le faire. Mais quand ça traîne trop, les aléas climatiques n'attendent pas. Par contre, vous voyez, on a un peu attendu de ce côté, mais avec les dérèglements climatiques, tout ce que nous avons eu, et il y a ce débit d'eau que nous avons reçu en un temps record, et je pense qu'on n'a pas encore fini. Donc, nous l'avons déjà vécu une fois. C'est vrai que dans la sous-région, ça a été pire, mais nous parlerons d'abord, nous, du Bénin, parce qu'il y a des dispositions qui ont été prises, il y a des milliards qui ont été engloutis, qui ont été investis. C'est vrai que peut-être ça a atténué d'une certaine manière la situation que nous avons vécue, mais tant qu'il reste à faire, il y a encore beaucoup à faire. Donc, nous espérons que très vite, les autorités prennent la mesure de la situation pour que de pareils phénomènes ne se reproduisent de façon intense. Franck? Alors, je pense que si le président Romuald Wadagna a inscrit la lutte contre l'extrême pauvreté
et la réduction de la pauvreté comme des priorités de son mandat, on est en droit aujourd'hui de lui en ajouter une troisième, c'est-à-dire la construction, disons, très rapidement du pont de Djonou. Je vais vous dire pourquoi. Laissons même les deux villes, Cotonou et Abomey-Calavi. Vous savez, tous ceux qui viennent du septentrion, c'est vrai, il y en a qui prennent par Kétou, ceux qui viennent de l'Interland, la plupart passent par cet axe-là. Et à la moindre incartade, lorsqu'il y a un phénomène qui se produit au niveau de ce pont, lorsque les eaux débordent, lorsque le marécage qui est à côté fait des caprices, c'est que nous avons une perturbation énorme de la circulation à ce niveau. Vous savez que c'est un centre, c'est un pôle économique. Aujourd'hui, nous avons Cotonou, mais de plus en plus, Abomey-Calavi également est en train de devenir un pôle économique important parce que beaucoup d'investissements sont en train d'être faits. Alors, si la solution n'est pas vite trouvée et qu'on ne règle pas ce problème, nous aurons un blocage un jour de notre, disons, du secteur économique. Vous voyez, la semaine écoulée, nous avons vu ceux qui sont dans la location de véhicules, ils ont fait une perte énorme. Ceux qui sont dans les véhicules de transport interurbain, c'était une perte énorme. L'administration des dossiers qui devaient être gérés et tout, vous voyez, c'était une perte énorme. Donc, pour un pays qui est en construction, qui a déjà fait un parcours à un niveau donné qui doit se poursuivre sous le président Romuald Wadène, je pense que ça devient tout de suite impérieux. Depuis 4 ans que moi je suis à Cotonou, je n'ai pas encore vu la situation, je n'ai pas vécu une situation du genre. Ça veut dire que nous devons être sûrs, nous devons être aux aguets et comprendre qu'à tout moment, avec les caprices de la nature, avec les humeurs qui changent à tout moment au niveau de la nature, ces situations-là peuvent se produire. Mais nous avons un antécédent, nous avons un problème au niveau du pont de Djonou qui est connu, les études sont faites, Ulrich l'a dit tout à l'heure, et donc il faut véritablement trouver la thérapie de choc, il faut agir et régler, résoudre définitivement ce problème. Sinon, à la longue, nous serons rattrapés et ça va être dommage. Imaginez si on n'avait pas trouvé une solution, si les pluies se poursuivent. Et moi, j'ai même eu peur la nuit quand j'ai vu le ciel qui s'est encore, enfin, l'eau qui tombait. Je me dis, mais... Vers 4 heures du matin. Oui, c'est foutu pour nous. Vers 4 heures du matin, vous avez dit, moi, aux environs de 2h30, j'avais déjà senti les précipitations. Je dis, c'est foutu et j'ai dû prendre par Révier pour éviter carrément. Vous voyez, par le pont de Womé, le tronçon se dégrade et tout. Cela voudra dire que si on sollicite davantage ces tronçons-là, nous aurons encore avec la circulation des gros porteurs, le tronçon sera dégradé, encore qu'on n'a pas achevé définitivement ces tronçons-là. Donc, il va falloir véritablement, et moi j'espère qu'au Conseil des ministres du mois d'août, qu'on aura de fortes décisions par rapport à ce point-là. Parce que on nous a appris avec le régime de Patrice Talon que ces genres de situations, on les prend rapidement à bras le corps, on les résout. Encore que ici, nous ne sommes pas à un point zéro. Il y a déjà des efforts qui sont faits, les études et tout. Il faut vraiment aller rechercher les ressources pour terminer avec ce problème. Eric, bonjour, bienvenue. Bonjour, nous sommes en train de parler de la situation qu'on a vécue assez difficilement au niveau du pont de Djonou, un pont qui, ma foi, relie à Abomey-Calavi à Cotonou, mais qui, au-delà justement de ces deux villes, sert quand même d'épine dorsale à la limite à l'économie béninoise. Absolument, c'est un pont stratégique, un passage obligé en tout cas pour nos usagers, et je comprends parfaitement toutes les difficultés que nos usagers ont dû rencontrer ces dernières semaines, et je pense que même au sommet de l'État, on a compris qu'il est nécessaire véritablement, je dirais, d'aller vite. Pour ce qui est de la réhabilitation de ce pont, nous aurons davantage de raisons de condamner, je dirais, la non-action de nos autorités si, entre-temps, il n'avait jamais été question de réhabiliter ce pont. Mais, à la vérité, nous savons que
Le chantier avait même été lancé, puisque moi j'avais remarqué jusqu'à côté l'installation d'une entreprise qui prenait place, mais on a estimé qu'on a pensé plus grand, on a, je dirais, à travers les études, estimé qu'il fallait réaliser encore un ouvrage, je dirais, assez conséquent avec l'aide de la Banque mondiale. Donc, c'est dans la perspective, on a pensé à la chose et on a enclenché une démarche. Il faut souhaiter maintenant que cela aille plus vite et que le chantier commence véritablement parce qu'on va apprendre à personne que ces dernières années, s'il y a une gouvernance qui a compris qu'il va investir dans nos infrastructures, c'est bien entendu cette gouvernance-là. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'intensité avec laquelle nous avions remarqué un peu autour de nous les conséquences de ces inondations, ça n'a pas été totalement, véritablement le cas chez nous. Nous avons vu des images de nos concitoyens bloqués en circulation. Ailleurs, ce n'était pas le cas. On a vu des maisons complètement dévastées, des rues dévastées, quand bien même dans ces villes, vous avez des infrastructures, vous avez des ponts, vous avez un peu de tout ça. Donc, il faut aussi comprendre que nous traversons des périodes où les températures sont extrêmes, nous vivons des choses inhabituelles, voyez-vous, pendant que nous luttons contre l'eau dans notre sous-région. En France, c'est la chaleur qui tue, vous imaginez, un peu partout en Europe. Donc je pense que davantage il nous faut être résilients, davantage il faut encourager nos États à véritablement investir dans nos infrastructures pour davantage contenir ces genres de situations et aussi inviter nos concitoyens à adopter des comportements éco-citoyens vis-à-vis de l'environnement. Ce n'est pas une bataille pour seulement les États, mais aussi pour nos concitoyens qui doivent intégrer dans leur habitude de bons comportements, à ne plus jeter des ordures n'importe où, à ne plus boucher, je dirais, les couloirs d'eau avec nos déchets, avec nos ordures. C'est beaucoup de choses à la fois qui vont véritablement nous permettre d'avoir un soulagement. Et je pense que, comme l'a dit Ulrich et puis Franck, il est vraiment attendu que dans les brefs délais, on puisse accélérer véritablement la réalisation de ce pont, parce que une pluie, ça ne prévient pas. C'est vrai que depuis 2 jours, on nous a annoncé que la situation est rétablie et que on a pu, je dirais, évacuer l'eau et soulager un peu le pont qui va donc permettre à nos usagers de circuler facilement. Mais les pluies que nous avons connues, je dirais, ces derniers jours, peuvent encore revenir. Qui sait, puisque nous traversons, je pense, une période où qu'il pleut, c'est pas ce qui va nous étonner. Je pense que c'est une saison où nous devons connaître davantage de pluie et faire en sorte que la façon dont les équipes ont été mobilisées, que ces équipes soient toujours en état d'alerte pour que on puisse aussi quelque part anticiper. Donc je pense que c'est une grosse galère, cette période que nous traversons. Nous demandons un peu d'indulgence à nos concitoyens, à comprendre que ce sont des moments qui arrivent, mais cela aurait pu être pire, je pense. Et nous restons, je dirais, confiants que ce chantier va véritablement démarrer pour que ce pont soit réhabilité, parce que pour un pont qui relie 2 grandes villes, je pense que l'étroitesse même déjà pose problème. Donc c'est connu de tout le monde et je pense qu'un travail doit être fait. Il y a des femmes qui boudent parce que leurs maris ne sont pas rentrés très tôt la semaine écoulée. Il y en a même qui ont dormi à Cotonou. Ah bon? Oui, beaucoup de femmes ont boudé. Franck a de ces informations insolites. Ils ont réussi à traverser pour aller au boulot, mais ils n'ont pas réussi à rentrer. Oui, pour ceux, par exemple, qui sont partis très tôt le mardi matin, qui, au retour, se sont trouvés un peu bloqués au niveau... J'avoue que c'est une marche arrière. Ils ont fait une marche arrière et ils sont allés dormir dans les hôtels. Ils étaient obligés de dormir à l'hôtel et à la maison, Le gouvernement devait prendre la mesure des choses parce que même les couples sont impactés. Oui, sont impactés. C'est ce que j'ai oublié de dire. C'est pourquoi j'ai pris c'est toujours l'impact de l'eau. Le soin de préciser cela. Il faut vraiment aller en urgence. Il faut dire que ce pont... Oui, il y a quand même, je pense que ce qui a aussi nous a permis un peu de traverser cette période, c'est les voies de contournement qui ont été réalisées. Je me suis dit un seul instant,
Si on n'avait pas réalisé dans la zone de Fidjosé, un peu partout, tout ça, ces infrastructures, ces ponts et tout, ça aurait été encore 2 fois plus compliqué. Il faut dire que cette voie maintenant fait partie d'un réseau quand même qui devrait aider à desservir, je dois dire, Cotonou, Porto-Novo, Sémépoudi, etc. Et il y a eu beaucoup de projets. J'avoue que je n'ai pas bien compris pourquoi est-ce que ces projets ont été abandonnés, peut-être à cause de leur taille. Le projet qui devrait jeter un pont entre Bota et Sémépoudi, par exemple, ou Porto-Novo. Le projet qui devrait aussi développer le transport fluvial à travers justement par-dessus le lac Nokwe, par exemple aussi. Ce sont des projets qui devraient être explorés. Je crois que peut-être on a reculé à cause de la taille des investissements que cela demandait, mais c'est le moment de prendre les choses après le corps et de pousser un peu le courage plus loin, même si on a envisagé un projet un peu plus grand pour ce pont de Djonou. C'est l'heure d'y aller assez rapidement parce que vous imaginez que ce pont cède. Ça va être vraiment une grande conséquence pour l'économie. Il faut également tenir compte de la multiplicité des voies d'accès et surtout leur accessibilité. Parce que vous savez, les voies d'accès qui servent de contournement aujourd'hui, quand on laisse le pont de Djonou, est-ce qu'elles sont véritablement très accessibles? Est-ce qu'elles sont multiples pour pouvoir véritablement... Et vous avez également des chantiers qui sont en construction depuis des années. Et parfois, vous voyez des ouvriers, des jours, vous ne voyez pas des ouvriers. On ne sait pas ce que ça devient, ces chantiers-là. Il y a beaucoup de chantiers là qui sont actuellement en léthargie depuis très longtemps. Et je pense que tous ces chantiers seraient déjà terminés plus tôt, que la galère de ces usagers serait moindre. Donc je pense que c'est le moment pour le gouvernement de revoir tous ces chantiers qui sont en cours dans la commune d'Abomey-Calavi et qui peuvent normalement desservir les voies en allant vers la route inter-État Cotonou-Lomé pour que la voie qui va vers Malanville ne soit plus très engorgée. Parce que le Béninois est très jaloux de son carburant. S'il sait qu'il va passer 1 heure, 2 heures dans le bouchon, il préfère aller prendre le contournement plus vite. C'est même la pointe c'est clair. Donc je pense que c'est le moment pour le gouvernement de revoir très vite ces chantiers qui sont en souffrance léthargique depuis très longtemps. On voit des ouvriers parfois, on voit des machines parfois on ne voit personne pendant des mois, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Je pense que c'est le moment de revoir effectivement ces aspects-là. C'est ce que vous ne pensez pas à la route Pota-Ouedo jusqu'à Révier, par exemple. Oui, c'est un cas parmi tant d'autres. Que des citoyens ont payé de leur vie, faut-il dire, parce que sur le chantier, l'entreprise parfois a connu quelques difficultés qui ont coûté la vie à des citoyens. Ça fait quand même 4, 5, 6 ans que ce chantier est ouvert. Et j'avoue que je ne sais pas. C'est vrai que ça a évolué relativement bien, mais il faudrait quand même qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Il y a aussi le relais, je dois dire Carrefour Haïtidi, vers Parana, pour tomber sur Romain, qui est une grosse galère aussi depuis plusieurs années. Il y a de petites voies, mais je pense que si ces voies sont bien balisées, ça va faciliter véritablement le désengorgement. Je pense qu'il y a forcément ce qu'il faut faire dans l'immédiat, mais dans l'avenir, je pense qu'il faut aussi penser à développer toutes les possibilités que nous avons en termes de transport, notamment même en milieu urbain ou pour relier deux grandes villes. Je pense que pour notre pays qui revendique aujourd'hui certaines dynamiques en termes de développement, on peut aussi penser à ces possibilités-là. Vous avez évoqué le transport fluvial qui n'est pas suffisamment développé. Nous avons des possibilités d'avoir des trains en milieu urbain pour relier deux grandes villes. Donc il y a tellement aussi de possibilités. Je pense qu'il faut commencer peut-être dès maintenant pour envisager cette possibilité. Chers messieurs, merci beaucoup pour vos idées. Très bonne journée. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Prenez soin de vous. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. Les journaux Les 4 Vérités, Libération et Le Challenge annoncent le président Romuald Ouadani en visite officielle en Mauritanie ce 6 juillet. Depuis son arrivée au pouvoir le 24 mai, pointe fraternité, le président Romuald Ouadani enchaîne les déplacements à l'étranger à un rythme effréné. Après l'AES, la sous-région
Et Bruxelles, le chef de l'État pose ses valises ce lundi 6 juillet 2026 à Nouakchott, en Mauritanie. C'est sa 9e destination officielle où il rencontrera son homologue Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani pour sceller un partenariat axé sur la sécurité et le développement. À en croire la nation, selon les informations officielles, les deux chefs d'État auront un entretien en tête-à-tête consacré à l'examen des axes prioritaires de la coopération bilatérale. Les discussions porteront notamment sur les opportunités de partenariat économique, les échanges commerciaux, les questions de sécurité ainsi que les mécanismes susceptibles de renforcer les liens entre les deux pays. De façon succincte, le matinal écrit que cette rencontre de haut niveau vise à renforcer les relations de coopération entre le Bénin et la Mauritanie autour des enjeux de développement, de sécurité et d'intégration régionale. Les difficultés de déplacement enregistrées par les dernières pluies sur Cotonou et Calavi et les mesures envisagées ont été objet d'explications par le ministre porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Ngbeji. À en croire le porte-parole du gouvernement que rapporte Fraternité, le projet a été revu afin de l'intégrer au programme de mobilité urbaine développé avec la Banque mondiale. Cette décision a également concerné la reconstruction de l'ancien pont de Cotonou. Nous avons vu les choses en plus grand, plus moderne et futuriste, a-t-il expliqué. En attendant le lancement des travaux dont les accords de financement avec la Banque mondiale sont déjà signés, le gouvernement reconnaît que l'état actuel du pont de Djonou a favorisé les difficultés observées lors des dernières fortes pluies. Face à cette situation, le chef de l'État a demandé au ministre du Cadre de vie et des Transports d'accélérer la mise en œuvre du projet afin d'éviter que de tels désagréments se reproduisent. De son côté, la presse du jour indique que les dernières informations venant du pont de Djonou à Godomé sont bonnes et rassurantes. L'eau invitée indésirable sur la chaussée juste avant le pont est complètement évacuée pendant le week-end dernier. Ceci grâce aux travaux de drainage menés par l'agence béninoise de protection civile. La circulation est donc désormais rétablie. Les usagers empruntent le tronçon à cœur joie depuis samedi dernier. Cette intervention vise, explique la nation, à limiter les risques de nouvelles perturbations en attendant les solutions structurelles annoncées. Pour le gouvernement, l'épisode de Djonou met en lumière la nécessité d'accélérer les investissements dans les infrastructures de mobilité urbaine afin de mieux faire face aux défis posés par l'urbanisation rapide et les phénomènes climatiques de plus en plus récurrents. Le matinal informe quant à lui que dans un communiqué publié le samedi 4 juillet 2026, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique invite les populations à faire preuve de vigilance, à respecter les consignes de sécurité des autorités et à adopter des comportements responsables afin de limiter les risques de perte en vies humaines et de dégâts matériels. Dans la suite, la presse du jour informe que le gouvernement du président Romuald Ouadani poursuit sa stratégie de transformation des filières agricoles d'exportation pour accroître la compétitivité de l'ananas, de l'anarcade, de la mangue et des autres fruits béninois sur les marchés internationaux. Il investit dans deux maillons essentiels de la chaîne de valeur: la production de matériel végétal performant et les infrastructures modernes de conditionnement et d'exportation. Le titre 2 de Fraternité est consacré à un cas de vandalisme à Djougou. À en croire le journal, le commissariat de Barienou dans la commune de Djougou a été la cible d'une attaque dans la nuit du dimanche au lundi. Des individus non identifiés ont incendié les locaux ainsi que plusieurs motocyclettes stationnées sur les lieux, semant la psychose au sein de la population. Selon les premières informations recueillies, les assaillants ont pris pour cible le poste de police avant d'y mettre le feu. Les flammes ont causé d'importants dégâts matériels, notamment
la destruction de plusieurs motos. Un policier a également été blessé au cours de cette attaque dont les circonstances exactes restent à préciser. Fin de la revue de presse. Merci de me retrouver demain.